Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette webconférence régionale des acteurs de l'habitat organisée en partenariat avec le CD2E et la Banque des Territoires. Au programme de cette matinée d'échange, les ambitions bas carbone et les matériaux biosourcés. Vous le savez, la transition énergétique n'est plus l'ordre du concept, elle répond à des enjeux très concrets, pour la plupart indissociables d'ailleurs d'une notion d'urgence aujourd'hui. Et tout le monde doit y prendre sa part. C'est le cas du logement social. Le logement social devient un incubateur de nouvelles filières économiques, générateur d'emplois dans les Hauts-de-France et vous le verrez dans un instant grâce à nos invités. Des enjeux très importants que je vous propose de découvrir en vidéo à travers l'intervention et le discours de Philippe Pelletier, président du Plan Bâtiment Durable. Une vidéo qui pose plutôt bien les enjeux du monde HLM au moment où l'urgence climatique est réelle. Regardez. Il est tout à fait clair que la transition environnementale est un sujet qui nous bouscule tous, parce qu'elle met en cause à la fois nos modes de déplacement, mais aussi nos façons d'habiter, nos façons de vivre dans un logement mal chauffé, que l'on chauffe donc avec excès, nos façons de maîtriser les usages que l'on donne aux bâtiments. Et donc la transition environnementale, elle met en cause la façon d'habiter que nous avons. Le plan bâtiment durable, à côté de son action de développement de la rénovation énergétique des bâtiments, s'est employé à préfigurer les futures réglementations de la construction. Nous avons à cet égard expliqué que le cycle des réglementations thermiques s'achevait et qu'il fallait entrer dans celui de la réglementation environnementale où, à côté de l'économie d'énergie que l'on recherche, il faut prendre en compte le poids carbone du bâtiment. Nous nous efforçons de réfléchir à un label qui viendra compléter la réglementation environnementale sur des thématiques que celle-ci n'appréhende pas encore. Tout cela est organisé dans une très grande concertation avec l'ensemble des acteurs. En somme, nous avons tous ensemble deux fers au feu. Le premier, c'est ce grand mouvement de rénovation de nos logements et de nos locaux d'activité. Bien sûr, la rénovation énergétique, mais plus encore, l'adaptation des logements aux nouveaux usages et au vieillissement. C'est un énorme défi que nous avons à relever dans ces toutes prochaines années. Et puis le deuxième fer que nous portons, c'est celui d'une construction qui s'inscrit bien dans son environnement, sobre en énergie, qui maîtrise ses émissions de carbone, et tout cela dans un seul but, réussir à mieux vivre ensemble, réussir à recréer une bonne intimité entre les occupants des bâtiments et les bâtiments eux-mêmes. Je suis à distance les évolutions qui sont conduites dans la région et j'ai notamment été impressionné par l'engagement expérimental qui est développé autour du programme Energiesprong qui constitue, s'il réussit, une vraie innovation pour la rénovation des logements. Dans le logement social comme dans les autres logements, la transition environnementale met en cause la qualité de vie réservée aux locataires que l'on loge. C'est donc un sujet tout à fait fondamental, parce qu'à la clé, en sus de la préservation de notre environnement, de la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est le confort, le bien-être des occupants qui est en cause, c'est aussi leur situation économique, puisque une bonne isolation entraîne une maîtrise tout à fait forte des charges de chauffage du bâtiment. C'est donc un enjeu économique, social et environnemental qui est posé, et l'Union régionale de l'habitat a entre les mains tous les atouts
pour gagner ce défi. Voilà pour le rappel des enjeux autour de la transition environnementale dans le secteur du bâtiment. Quelques chiffres à vous rappeler. Un chiffre, 27%. C'est en effet le logement en France est le premier secteur en termes d'émissions de gaz à effet de serre, 27% des émissions. D'autres chiffres, là, ils concernent plus le secteur du monde HLM. Les enjeux, ils sont évidemment très importants et les bailleurs sociaux s'en saisissent, ils sont engagés, ils expérimentent. Dans un instant, dans quelques minutes, vous découvrirez d'ailleurs 3 illustrations, 3 projets, 3 expérimentations qui sont menées dans la région Hauts-de-France. C'est extrêmement important parce que c'est 9000 logements neufs construits par an et c'est aussi 9000 réhabilitations par an. Donc l'impulsion, elle est là et on va en parler dans un instant. Je vous propose tout de suite d'ailleurs de passer à ce premier temps d'échange. Un premier temps d'échange sur les enjeux européens, aussi régionaux de la neutralité carbone et quels impacts sur le logement social, les métiers de la construction et les filières économiques. Pour en parler, autour de la table, j'ai le plaisir d'accueillir Herminie de Fréminville, chef de pôle transition énergétique pour l'ADEME. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Thierry Collet, secrétaire général pour la Fédération française du bâtiment. Bonjour, monsieur Collet. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. En face de vous, Karine Puyol, responsable mission affaires européennes pour l'USH. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, Frédéric Motz, conseiller régional et président de REV3. Bienvenue. Bonjour. À vous. À nos côtés également, et j'irai les retrouver dans un instant après ce premier temps d'échange pour un petit mot de conclusion, Frédéric Sels, directrice du CD2E, et Sylvie Ruin, directrice de l'URH. Merci à toutes et à tous d'être avec nous. Je vous rappelle qu'au fur et à mesure, autant pour moi, vous avez la possibilité de poser vos questions, bien évidemment, sur la plateforme. Nous y répondrons en temps réel. Herminie de Fréminville, je rappelle que vous êtes chef de pôle transition énergétique pour l'ADEME. 40%, j'ai noté quelques chiffres là encore, 40% des logements des Hauts-de-France sont des passoires thermiques et 20% des ménages sont en situation de précarité énergétique. Voilà des chiffres qui poussent à agir. Alors, ce sont des chiffres bien évidemment. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les ambitions affichées en Hauts-de-France au niveau régional ? Écoutez, vous posez la question claire, comment vivrons-nous en 2050 ? Qu'est-ce qui sera acceptable et pas acceptable ? Est-ce qu'on acceptera en juillet 2050 de traverser Grand Place de Lille avec des températures de 45 degrés, voire plus ? Est-ce qu'il sera acceptable, moi mes enfants auront à peu près 45 ans, si j'habite à Dunkerque, à Saint-Omer ou au Touquet, est-ce qu'il sera acceptable de leur dire on n'a plus de maison, montée des eaux, on a tout perdu ? Le rapport du GIEC de cet été, il n'y a pas de sujet, nous émettons beaucoup trop, on n'arrivera pas à maintenir la barre des 1,5 degrés, peut-être au-dessus de 2, si on ne change pas drastiquement nos façons de faire. C'est écrit donc dans le GIEC, il faut absolument que l'on atteigne cette neutralité carbone en 2050. C'est aussi dans nos engagements internationaux. La France s'est engagée fortement et c'est dans notre loi, la loi carbone-énergie de 2019. Ça fait vraiment partie aussi de notre épine dorsale dans notre stratégie nationale bas carbone. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on émet un peu plus de 40 gigatonnes de CO2 et avec nos puits de carbone. Donc je rappelle, la forêt, les champs, le sol, les puits biologiques et géologiques, mais aussi les puits techno sur lesquels on travaille. Mais ce n'est pas encore forcément mature, ça veut dire qu'on n'a pas forcément la réponse dès aujourd'hui avec la techno que nous avons. On absorbe, par rapport à ces 40 gigatonnes, on absorbe 10 gigatonnes. Donc vous voyez le delta, l'énorme marge sur lequel on doit travailler. Alors comment fait-on justement ? Et oui, c'est toute la question. On sent bien l'urgence dans votre discours. Bien sûr. Merci de le rappeler encore une fois. Mais aujourd'hui, comment parvient-on à... Une des réponses sur ces puits carbone, une des réponses, ce sont les biosourcés. Les biosourcés, c'est quoi ? C'est de la paille, du lin, du chanvre, pourquoi pas du colza, le bois, etc. Il faut absolument... que l'on change nos pratiques, que l'on travaille sur ces nouveaux puits de carbone, que l'on puisse mettre en place dans nos territoires. On a un territoire très riche, que ce soit la forêt ou
ou les sols, les champs. Donc ça, c'est une urgence. Mais elle n'est pas que au point de vue de l'efficacité énergétique, au point de vue de la neutralité carbone, c'est une urgence aussi dans la sobriété. La sobriété, elle n'est pas que énergétique, elle est aussi matière. Sobriété énergétique, je freine absolument mes consommations d'énergie. Sobriété matière, j'arrête de prélever, comme je prélève aujourd'hui, j'arrête de gaspiller. Et je travaille sur le recyclage. Les biosourcés ont aussi un sens là-dedans. Dans le bâtiment, je passe de la démolition à la reconstruction, à la réutilisation de mes matériaux. Combien de temps avons-nous devant nous là ? Enfin, combien de temps on a ? On peut donner, parce que ça c'est important aussi, c'est-à-dire que là il y a une situation d'urgence. On a combien de temps pour agir ? On a plus de temps. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. On a une décennie 2020-2030. Elle est là devant nous. On est là pour agir dans ce très court temps. Le bâtiment aujourd'hui, la décision que vous allez prendre pour bâtir, pour un programme immobilier, elle va avoir un impact dans le temps. C'est un bâtiment qui va émettre. Donc la décision que je prends aujourd'hui va avoir un impact pendant 10, 15, 30 ans. Donc les décisions d'aujourd'hui, avant Noël, ont un impact très fort. Au-delà de l'intérêt, c'est bon pour le climat si je travaille sur cette sobriété énergétique et matière. Au-delà des bienfaits pour le climat, il y a aussi, c'est bon aussi pour l'économie. Ça crée de l'emploi notamment. Ça crée de l'emploi. On a travaillé avec notre partenaire région sur des scénarios pour aller vers cette neutralité carbone. Et on a fait bien entendu un focus pour regarder ce que cette transition énergétique et cette transition matière peut donner, notamment sur l'emploi. En termes de rénovation des bâtiments, c'est plus 12 000 ETP. Dont sur le travail autour du bois, c'est 2000 ETP directs. Je parle d'emploi direct. Sur l'économie circulaire, sur la matière, et notamment autour des biosourcés, c'est 5000 ETP directs en emploi. Donc vous voyez, c'est bon aussi pour l'économie. Et d'ailleurs, on parlait des biosourcés, notamment autour de la question de l'occupation des sols, parce que si demain, je fais pas forcément de céréales pour l'alimentaire, mais je travaille le colza pour du biosourcé ou autre chose, il y a une question sur l'occupation des sols. Donc nous venons de lancer une étude là, prospective autour de cette occupation des sols pour regarder notamment l'emploi qu'on pourra engager derrière et regarder de près le problème de ces concurrences d'usage. Une première réaction peut-être, Frédéric Motte, vous êtes conseillère régionale, président de REF 3. Alors là, on le dit, vous venez de le dire, vous travaillez sur ces notions d'emploi. Et donc, évidemment, il y a un engagement fort de la région qui doit encore aller plus loin. Vous l'avez entendu, c'est aujourd'hui que ça se passe. Alors nous, on l'affiche ouvertement, ces transitions, qu'elles soient énergétiques, technologiques, sociétales, eh bien on a notre fil rouge. Notre fil rouge, c'est cette politique REF 3. Alors c'est pas un label, c'est pas un schéma, mais c'est une ambition collective. Et le job, j'avais envie de dire, la mission de la région, c'est comment on fait travailler tous les acteurs, comment nous sommes animateurs, facilitateurs, pour que tout le monde s'engage dans ces transitions. Et l'ambition de Xavier Bertrand, c'est de réécrire toutes les politiques du Conseil régional à l'aube de ces transitions. Et donc, comment je revisite ma politique transport, ma politique d'accompagnement des entreprises, ma politique de formation, vous l'avez soulevé, combien c'est important. Et donc, on va revisiter toutes nos politiques. Et après, nous avons aussi une conviction, c'est que si je puis me permettre l'expression, les faiseux, ce sont les femmes et les hommes qui sont sur le terrain. Et donc ce sont les élus locaux dans leur commune, dans leur intercommunalité, ce sont les entreprises, ce sont les bailleurs que vous êtes, ce sont les fédérations professionnelles. Et donc nous, notre mission, c'est de vous accompagner, de vous faciliter les choses pour que justement nous puissions avancer sur cette ambition, puisque la finalité de REF 3, eh bien, c'est d'aller à cette décarbonation à 2050. Et j'abonde dans ce que vous avez évoqué, madame, il ne s'agit surtout pas d'opposer, bien au contraire, ces transitions, oui, il y a peut-être une menace au bout, mais elles sont source d'opportunités
d'opportunités, source d'emploi, source de fierté aussi et de sentiment d'appartenance. Quand on va parler de tout ce qui est fait dans cette région, eh bien on peut en être fier. C'est comme ça que nous allons bâtir une ambition collective. Et oui, c'est source d'espérance et de projets pour notre jeunesse et notre région. Je vous interrogerai dans un instant sur un peu la feuille de route aussi de la région, parce qu'on attend de savoir un petit peu quelle est la feuille de route pour le bâtiment et notamment pour les bailleurs sociaux qui ont des attentes aujourd'hui. Hein. Ils en ont tous. Peut-être Karine Puyol, vous travaillez, vous, au niveau européen. Les ambitions de la région que vous entendez, est-ce qu'elles sont en phase avec les ambitions européennes aujourd'hui ? J'imagine que oui, avec le Green Deal. Oui, on l'a vu dans le cadre de la préparation de cet événement. Effectivement, on voit bien que la région est en phase avec les ambitions du Pacte vert européen. Donc, c'est ce grand chantier que la Commission a lancé à l'arrivée de la nouvelle présidente Ursula von der Leyen. Et l'idée, en fait, c'est vraiment d'accompagner cette transition économique et de la mettre en adéquation avec les objectifs 2050, avec un objectif intermédiaire 2030. 2030, ça arrive vite. Donc vraiment, du point de vue de l'Europe, on doit agir sur l'industrie, sur l'agriculture, sur l'économie circulaire, sur la biodiversité et sur le bâtiment. Et c'est là que nous, bailleurs sociaux, on a notre rôle à jouer. Effectivement, vous avez rappelé les chiffres sur le bâtiment. On est au cœur du sujet, on est au cœur des émissions. Donc, il y a un engagement de notre part à le faire. On le fait au niveau européen. On a une fédération qui s'appelle Housing Europe, qui rassemble l'ensemble des acteurs du logement social. Philippe Pelletier le rappelait, on a évoqué le projet Energiespronk. Le projet Energiespronk, c'est un projet européen à la base. Ce sont en fait des bailleurs des Pays-Bas qui ont eu cette idée, qui sont venus chercher les Français, les Anglais, pour accompagner ça au niveau européen. Donc il y a une mobilisation qui peut se faire au niveau des bailleurs. L'Europe, donc, c'est des outils juridiques aussi. Donc, ça peut être des nouvelles contraintes pour notre secteur d'activité. Donc, il faut s'adapter à ces contraintes. Il faut voir si ces contraintes sont aussi en phase avec les contraintes économiques, les contraintes technologiques, les contraintes sociales. Donc, il y a quand même un travail en partenariat à mener avec les institutions européennes. Et du point de vue de l'Europe, et ça c'est assez positif, c'est aussi une source de financement. Oui. C'est-à-dire que les organismes HLM en France, en région, sont bénéficiaires de ce qu'on appelle du FEDER, du Fonds européen de développement régional, qui vient accompagner les rénovations thermiques, mais aussi des opérations d'expérimentation, comme on va le voir aujourd'hui sur la construction. Ça, c'est un point important, parce que c'est un peu l'un des premiers freins quand même, le financement. Donc les fonds européens sont aussi là pour enclencher, pour donner un peu l'impulsion. Alors malheureusement, ils ne sont jamais suffisants, hein, on est bien d'accord, mais c'est quand même une étape importante. Et donc il y a les fonds européens, mais il y a aussi par exemple les prêts de la Banque européenne d'investissement qui peuvent être une opportunité pour les bailleurs, mais pour les autres acteurs du bâtiment. On a aussi des projets d'innovation. Alors là, ce n'est pas vraiment des sources de financement direct, mais ça peut être intéressant pour des bailleurs, des partenaires, de venir, d'avoir le soutien de ces projets européens pour accompagner leurs expérimentations et leurs innovations. En tout cas, dans votre discours, on l'entend bien, le milieu, le logement social, ça peut être moteur finalement dans la transition. Tout à fait. Sur la vague de rénovation et sur le Green Deal européen, la Commission européenne considère le secteur du logement social comme un moteur, parce qu'on le sait tous ici, le véritable enjeu actuellement, il est sur le parc privé. Enfin, il est sur le parc social, on est bien évident, mais le parc social est, comme vous l'avez dit, un incubateur pour emmener le reste du secteur. On parlait de financement. Thierry Collet, vous êtes secrétaire pour la Fédération française, secrétaire général pour la Fédération française du bâtiment. On parle de financement, je disais que c'est l'un des freins principaux. Vous me le confirmez, bien évidemment. Ah oui, c'est la solvabilité des marchés qui emmène les entreprises à accompagner le mouvement, j'allais dire, avec leur force vive. Aujourd'hui, les coûts de rénovation, il y a une étude qui a été publiée récemment par la DREAL du Grand Est, donc une région voisine et dont le climat est quand même assez proche du nôtre. On a des coûts de rénovation qui sont de 17 à 67 000 euros par logement.
Donc on voit bien qu'on a un facteur important d'écart et qui va dépendre de la nature des travaux qui sont engagés, du nombre de travaux. Est-ce qu'on fait une rénovation sur simplement un changement de chaudière, j'allais dire, ou de système de chauffage, ou est-ce qu'on fait des bouquets de travaux qui permettent d'atteindre d'autres performances? Donc nous, on voit bien que le marché commence à frémir, mais il n'est pas encore massif pour les entreprises, notamment en matière de rénovation. Et on pense que le logement social est effectivement un moteur important pour, j'allais dire, embarquer la filière de la construction sur cette massification de la rénovation qui est attendue par l'ensemble des acteurs. On y reviendra dans un instant sur la structuration des filières que vous portez. Avant ça, vous le savez, les bailleurs sociaux ont déjà mené des expérimentations. Ils sont accompagnés dans cette transformation par le CD2E qui est engagé à leur côté, avec un impact local important, vous l'avez bien compris. Explication de Frédéric Sells en vidéo, regardez. Les bailleurs sociaux, c'est 27% de logements en fait, dans le territoire des Hauts-de-France. C'est 70% dans le territoire de l'ERBM. Donc pour la rénovation thermique des bâtiments, il est vraiment impossible de passer à côté. Alors qu'est-ce qu'on fait pour les bailleurs sociaux? On fait un travail d'accompagnement de la dynamique de rénovation. Donc d'abord la stratégie, ensuite le cahier des charges, ensuite tout l'accompagnement formation auprès des chargés d'opération, l'accompagnement de terrain des entreprises et puis l'évaluation des démarches en fait, qui sont menées. Et puis je peux vous donner des exemples, donc j'ai parlé tout à l'heure de l'ERBM, donc toutes les actions de rénovation du bassin minier, mais il y a aussi toutes les actions Energy Sprong sur lesquelles nous travaillons. Et puis en dehors de ces actions-là, c'est aussi des actions individuelles qu'on mène auprès des bailleurs sociaux. De mon point de vue, l'accompagnement de la dynamique du logement social pour le CD2E, c'est évidemment la transition écologique, moins d'émissions carbone avec des labels, mais c'est aussi en face de ça en fait, des économies d'énergie en fait, qui vont avoir des retentissements sur les charges des locataires. Donc un bel effet gagnant-gagnant en fait, dans la dynamique en fait, qu'on peut proposer. Et si on veut aller plus loin, effectivement, le logement social, c'est aussi un facteur de décarbonation et de décarbonation avec du local. On peut travailler, et d'ailleurs certains le font déjà, avec en fait des produits locaux comme le lin, le chanvre, la laine de bois, qui permettent d'avoir des biosourcés en fait dans l'isolation des murs pour la rénovation ou pour la construction. Donc vous le voyez, on peut à la fois décarboner en fait la construction et la rénovation, mais on peut aussi permettre d'avoir des emplois locaux juste à côté de chez nous qui vont se créer grâce en fait au logement social. Donc vous voyez, c'est un véritable enjeu pour le territoire de réussir la rénovation pour le logement social lui-même et pour en fait, le territoire. Alors si vous voulez, le véritable enjeu quand même localement, c'est d'avoir en fait des filières qui se développent. Et pour réussir le développement de ces filières, les bailleurs sociaux doivent être à nos côtés pour s'engager dans de la rénovation biosourcée et nous dire qu'ils vont prendre X% de la rénovation qu'ils vont faire avec des matériaux biosourcés. Peut-être 30%, 50%, 70% au fil des années pour permettre à la filière de s'organiser et de réussir en fait la construction biosourcée en Hauts-de-France. Voilà pour les explications de Frédéric Sells, directrice du CD2E. Frédéric Motte, comment on peut accompagner ces filières? Vous l'avez bien vu, là il y a un enjeu fort. Et quelle est la feuille de route, quels sont les choix stratégiques de la région sur ces filières? Alors si vous me permettez juste un petit mot avant, je voudrais revenir sur 3 défis que nous avons mais qui ont été évoqués. C'est celui de l'urgence. Entre le moment où on décide un logement et on va le livrer, c'est long. Donc il y a urgence, là-haut ça chauffe. Le deuxième, Frédéric Sells l'a évoqué un petit peu, c'est il faut massifier. Pour si on va avoir un impact, eh bien, c'est pas 100 logements, c'est pas 200. Il faudrait qu'au niveau de la région, ce soit 30 000 logements que nous puissions accompagner en réhabilitation. Et donc, si on va sur des volumes importants, on va donner de la visibilité à l'entrepreneur. Et donc, il va pouvoir innover, il va pouvoir embaucher, il va pouvoir former. Et puis, le troisième point, et les bailleurs ont un rôle extrêmement important, c'est l'appropriation citoyenne. Il ne faut pas qu'on fasse ça entre nous, parce que sinon, on risque d'avoir des fractures. Et donc, vous, je le sais, vous le faites déjà, mais il y a tout un travail d'accompagnement, d'explication pour entraîner nos populations. Pour répondre à votre question, cette ambition Rêve 3 dont je vous parlais, qui est un peu le drapeau, l'étendard de la mobilisation régionale, il faut que ce soit du concret. Il ne faut pas qu'on reste dans le conceptuel. Et donc, nous, notre mission d'être facilitateur, accompagnateur, eh bien, ça va être d'aider justement dans ces innovations. On va parler certainement de tout ce qui est fait avec du lin. Eh bien, c'est d'accompagner les chercheurs,
financièrement dans des projets qui vont être... C'est accompagner le créateur, parce que quand on a un produit fini aujourd'hui, ça n'a pas été tout de suite le cas. Il a fallu tester, faire des essais, etc. Et bien là, la région était là pour faciliter, pour accompagner, par du financement, par de l'ingénierie, par de l'animation. Et puis, le autre point qu'on pourrait imaginer, c'est surtout les enjeux de réhabilitation. La région est justement le réceptacle et l'organisateur de la gestion des fonds européens. C'est évidemment d'être la courroie de transmission, puisque je l'ai dit tout à l'heure, les faiseux, ils sont sur le terrain. Ce sont les bailleurs, ce sont les collectivités, ce sont les entreprises. Donc nous sommes à leur service pour tout au long du cheminement les accompagner sur l'innovation, sur la mise en œuvre et sur l'animation. Toutes les filières ? Toutes les filières. Toutes les filières. On le fait alors parce qu'ici on va parler beaucoup de. On va parler de lin, on va parler de bois, on va parler de paille, on va parler de chanvre. Je pourrais vous citer des structures donc, qui ont aidé et qui ont accompagné la mise en œuvre de ce qu'on appelle les briques de lin. Même chose sur le chanvre. On a des constructions qui vont commencer à se faire avec du peuplier, qui était plutôt avec des usages pour faire juste de la cagette à légumes autrefois. Eh bien, dans peu de temps, vous allez à Lille, le premier immeuble de 6 étages en bois de peuplier qui va être construit. Ça a été permis parce que c'est toute la filière qu'il faut mobiliser. C'est à la fois le planteur, c'est la scierie, parce qu'évidemment, il faut le faire couper ici, sinon ça n'a pas d'intérêt au niveau du CO2. C'est donc former les gens, c'est de trouver les certifications, c'est extrêmement important. Quand vous allez utiliser du lin, du chanvre, du peuplier, il faut que votre assureur soit d'accord, il faut que vous ayez toutes les qualifications. Et donc, nous avons en région un outil que la région accompagne, qui va justement certifier tous ces outils-là pour que les entrepreneurs, après, puissent former leur personnel et prochainement vous inviter à l'inauguration de cet immeuble en peuplier. On y reviendra dans un instant sur l'enjeu de la formation qui est extrêmement important. Juste, vous me parliez tout à l'heure de massification, c'est évidemment essentiel, mais comment on passe de la phase d'expérimentation à la phase de massification? Là, on sait que ça fonctionne. Les exemples qu'on va voir dans un second temps le montrent. Aujourd'hui, on fait quoi? Il faut y aller, là. On y est. Maintenant, on est pile à cette phase intermédiaire. Tous ces tests pour sortir ces nouveaux matériaux, j'ai envie de dire, c'est fait. On va continuer à les améliorer, mais on peut dire que là, c'est bon. On a les outils. Donc maintenant, c'est l'engagement. Et donc quand on a, je pense à un bailleur qui est sur le bassin minier et dit « je m'engage sur 4000 logements et de partir avec du chanvre et autres », bah oui, il donne de la visibilité à l'entreprise. Il va aussi permettre, ça a été évoqué tout à l'heure, l'industrialisation, la massification, elle va permettre de faire baisser les coûts. Et donc, plus on arrivera à un modèle économique qui soit performant, eh bien, plus on pourra multiplier. On a évoqué tout à l'heure l'opération Energy Sprong, qui est pour moi un petit peu la Rolls-Royce de la rénovation. On n'est peut-être pas obligé de faire des Rolls partout, mais ça nous a permis, en faisant cette très belle rénovation, ça nous permettra d'être encore plus efficients sur des modèles de rénovation intermédiaires. Mais oui, il faut industrialiser tout ça. Donc, emmener les entreprises, il ne faut surtout pas qu'elles n'aient peur. Il y en a certaines qui vont dire « je suis une TPE, comment est-ce que je vais faire? Je ne vais pas m'en sortir. » Mais non, du boulot, il y en aura pour tout le monde. Si on va aller sur une rénovation de 30 000 logements par an, ce sont des dizaines de milliers d'emplois. C'est véritablement du travail sur lequel il faut les engager. Mais on ne pourra pas entraîner ceux qui ne sont pas formés, qui n'ont pas la capacité. Donc c'est maintenant que ça se joue. Donc la région va s'engager sur des plans de formation, sur des accompagnements financiers. On a des chiffres là-dessus? Vous avez déjà écrit la feuille de route sur ça? On est en train de l'écrire. On est justement dans ces périodes-ci, on est en train de rencontrer tous les acteurs. On voudrait présenter en janvier notre feuille de route, pouvoir faire une plénière avec tous les acteurs de la filière, parce que nous sommes convaincus que nous ne gagnerons pas les uns sans les autres, ni les uns contre les autres, mais bien les uns avec les autres. Et donc ce qu'on voudrait mettre, c'est tous les acteurs autour de la table, et pour qu'ensemble on puisse dire, eh bien l'Airbus de la rénovation, c'est ici. Parce qu'il faut quand même le dire aussi, en termes de fierté, eh bien la région leader sur l'économie circulaire, c'est ici. La région qui développe tous ces matériaux biosourcés, c'est ici. La région où on a les bailleurs qui s'engagent le plus, c'est ici. Donc on a un grand nombre d'atouts, ils sont dans nos mains, maintenant on avance. On avance. Une réaction peut-être. Je vous voyais acquiescer, Herminie. Évidemment, il faut se mettre autour de la table, il faut y aller. Il faut y aller. Et comment on priorise? Parce que là, il faut que tout le monde soit autour de la table aussi, j'imagine. Alors c'est ça, il y a vraiment un enjeu de gouvernance avec l'État, la région, les collectivités. Tous les acteurs, qu'ils soient publics, privés, doivent être autour de la table. Il faut qu'on arrive à emmener tout le monde. Au-delà de ça, à l'ADEME, on continue toujours les expérimentations. On a quand même un gros sujet autour de la R&D, parce qu'évidemment, tout n'est pas abouti autour du bâtiment. Donc on a quand même un portefeuille important sur les investissements d'avenir, ce qu'on appelle investissement d'avenir chez nous, pour continuer à accompagner de nouveaux biosourcés
comment ça fonctionne, combien ça coûte. Et puis après, évidemment, avec la région, on accompagne des chargés de mission, l'URH, FIBOA, CD2E, etc., pour animer, pour porter et accompagner les projets. Et ça, c'est un point très, très important parce qu'on n'a pas forcément toutes les connaissances, toute l'ingénierie en interne dans tous ces projets. Et il faut vraiment pousser cet accompagnement à son maximum avec des expertises fortes autour de tout ça. Vous avez mis le doigt sur une question clé, la gouvernance. Ça passe par qui, la gouvernance, aujourd'hui? C'est vous qui devez porter Rêve 3 ou pas Je voudrais revenir sur un point, c'est sur la priorisation que vous avez soulevé. C'est extrêmement important parce que ça va coûter des sommes absolument gigantissimes. On ne les aura pas, soyons honnêtes. Donc on peut aller voir l'Europe, on peut aller voir les collectivités. Donc il va falloir prioriser. Et donc ça va être sans en faire une compétition, mais ce sera le volontarisme des acteurs qui va dire, bah oui, là on a un bailleur qui veut vraiment jouer le jeu, eh ben on va avec lui. Là on a une collectivité locale qui veut jouer le jeu, allez, on va y aller. Parce qu'il faudra prioriser et il faudra mettre période par période. Et donc, oui, le volontarisme des uns et des autres sera extrêmement important. En termes de gouvernance, moi, bien volontiers, région, je vous dis, nous, on est les facilitateurs, la bonne volonté de tous. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on va avancer. Et donc celui qui ne va pas avancer, qui ne sera pas autour de la table, eh ben on partira sans lui, parce que nos citoyens nous le demandent, parce que là-haut ça urge, et parce que nous c'est le mandat qui nous a été confié, donc on va avancer. Mais tous les contacts qu'on peut avoir, il y a vraiment, on l'a dit, il y a une volonté d'avancer, il y a des expertises, on va continuer à travailler, mais oui, c'est maintenant là, on attaque. C'est maintenant. Une réaction peut-être, Thierry Collet. Les enjeux pour la filière bâtiment, ils sont nombreux. Il y en a un... c'est une transformation de la filière. Là, complètement. On est sur un point d'inflexion, ça a été dit. On a un effort de rénovation qui est massif. Alors, on continue des constructions dites neuves. J'ai toujours un peu de problématique là-dessus. Qu'est-ce qui est construction, reconstruction, rénovation? Je pense que les frontières vont être beaucoup plus perméables. On est dans des dispositifs qui vont nécessiter aussi qu'on ait une main-d'œuvre qui soit plus et mieux formée. Et on a des gros enjeux autour de l'emploi et de la formation, puisque dès aujourd'hui, on a des difficultés à recruter. On évoquait des scénarios de création d'emplois. En France, sur les 18 derniers mois, le secteur du bâtiment a créé 70 000 emplois en solde net, c'est-à-dire compte tenu aussi des sorties qui sont naturelles, comme les départs en retraite. Mais on a donc des enjeux importants de recrutement et il faut véritablement qu'on arrive à trouver les compétences dont on a besoin dans nos entreprises. Et c'est l'enjeu, il est dès aujourd'hui aussi. On a aussi à faire évoluer les dispositifs de formation. Je vais prendre un exemple très simple, assez trivial. On est passé d'un CAP chauffagiste à un CAP installateur thermique. Aujourd'hui, il faut qu'on aille équiper nos lycées, nos CFA, centres de formation d'apprentis, de pompes à chaleur. Parce qu'ils sont encore en train de travailler sur des chaudières à gaz et des chaudières à fioul dont on connaît la durée de vie extrêmement limitée. Donc, ce n'est pas seulement les acteurs du bâtiment, ce n'est pas seulement les acteurs de la gouvernance régionale, comme le conseil régional, mais c'est aussi les acteurs auxquels on ne pense pas forcément au premier rang, tous les acteurs de l'éducation et de la formation. Qu'il faut aussi embarquer dans cette, dans cette vague positive comme un surf. C'est-à-dire qu'il faut que ça avance avec la vague. Et je crois que là, on a vraiment un besoin de cohérence de l'ensemble des politiques nationales et régionales. Il y a quand même, il se passe quelque chose. Le guide du CODEM vient de sortir et montre que du coup, on va dans le bon sens. Enfin, les choses avancent. Oui, les choses avancent. On a aussi des études très intéressantes fournies par l'ADEME en termes de scénarios prospectifs qui posent bien les choses aujourd'hui. Je pense on est vraiment sur le point d'inflexion de comment on démarre la massification après une première phase qu'on a vécue ensemble d'expérimentation. Il y a des questions, là, il y en a même pas mal. Une première, peut-être pour vous. Veuillez donner, s'il vous plaît, des détails sur l'utilisation du chanvre comme biomatériau. Le hempcrete est-il utilisé dans les bâtiments français ? Alors, je suis bien incapable de répondre à cette question technique. Pour le coup. Il y aura probablement tout à l'heure, autour de la deuxième table ronde, des experts qui pourront y répondre. On leur posera la question à ce moment-là. Comment favoriser le local dans le cahier des charges des travaux d'isolation quand le critère géographique est interdit en marché public ? Ça, c'est une bonne question. Cohérence des politiques, c'est bien ce que j'évoque. Voilà, il faut vraiment une cohérence de tout. Là, il faut changer des choses. Là. Quand je vous disais qu'il faut qu'on réécrive nos politiques, c'est l'ambition en tout cas de Xavier Bertrand de réécrire les politiques à l'aune de cette ambition Rêve 3, ça inclut évidemment comment est-ce qu'on revoit nos cahiers des charges. C'est nous, donneurs d'ordre,
Et donc, comment on met en œuvre pour que, justement, sur le poids CO2, etc., on a des exemples assez terrifiants où on a des matières premières qui partent dans un autre pays et qui nous reviennent. Donc, la valeur ajoutée est créée là-bas. Et puis, nous, on est juste bon appliqués. Non, tout l'enjeu qu'on a à mener ensemble, c'est comment ce chanvre, ce lin, etc., il vient d'ici, comme le peuplier tout à l'heure, il vient d'ici, il est traité ici, la valeur ajoutée reste ici, et on l'utilise ici. C'est là comme ça qu'on gagnera. Karine Puyol, une réaction. Oui, une réaction sur les marchés publics, parce qu'effectivement, c'est une question qui revient souvent. C'est une compétence européenne, c'est la directive marché public qui règle ça. Et là-dessus, en fait, je pense qu'il faut trouver une entente entre une bonne utilisation des ressources publiques, ce qui est fondamental, ça c'est clair, et de l'autre côté, peut-être les adapter à pas des contraintes, mais finalement à cette transition carbone qui nécessite effectivement de prendre plus en compte le local, de permettre peut-être plus d'innovation. Ça, c'est une question qui nous revient souvent du terrain, mais qui va être effectivement peut-être dur à faire entendre au niveau de la Commission. Parce que l'Europe, en fait, sur cette révolution énergétique, c'est d'un côté, elle pousse, ça c'est clair, c'est un chantier, mais de l'autre, elle a aussi des fondamentaux qui sont la croissance, la réglementation sur les aides d'État, etc., qui peuvent être aussi des freins à cela. Donc il faut, certaine cohérence, en effet, et travailler sur tous ces freins, finalement. Et regardez, on a évoqué le mot tout à l'heure, ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie. Regardons de manière globale, une tonne d'aluminium qui est produite à Dunkerque, c'est 2 tonnes de CO2. Quand elle vient de Chine, c'est 15,6 tonnes. Et donc, comment est-ce qu'on arrête d'importer tout ça? Et là, au niveau européen, il y a un certain nombre d'initiatives peut-être à prendre. Alors, est-ce que c'est une taxe carbone aux frontières et autres? Mais pour répondre sur l'histoire des appels d'offres, évidemment, nous, on est en train de regarder ça de près, notamment avec l'UGAP, comment on peut décliner pour justement mettre en avant nos entreprises qui ont des savoir-faire ici et autres. Sur l'approvisionnement de nos lycées en denrées alimentaires pour jouer la proximité, c'était de faire un package où ils étaient fournisseurs mais animateurs de contenu pédagogique, donc il fallait visiter le verger. Et celui qui veut fournir les lycées, il faut qu'il puisse accueillir les jeunes dans son lycée. Je ne pense pas qu'ils iront visiter un verger en Chine. En effet. Et il faudra du courage politique. C'est ça, il faut du courage, oui, bien sûr, c'est certain. On parlait tout à l'heure de l'implication des bailleurs sociaux. Je vous propose tout de suite de faire un petit point avec la directrice de l'URH, Sylvie Ruin. Regardez son témoignage, regardez. Les impacts de la nouvelle réglementation environnementale 2020 et de la loi climat et résilience récemment votée durant l'été 2021, les impacts sont nécessairement extrêmement importants pour le secteur du logement social et tout particulièrement en région Hauts-de-France. Pourquoi très important? Important au vu des enjeux de développement du parc et notamment de la production neuve, puisque nous attendons entre 10 000 et 12 000 logements neufs chaque année. Et au vu du poids du parc également de logements sociaux à rénover, puisqu'il s'agit de près de 170 000 logements anciens HLM qu'il s'agira de rénover dans une échéance de 2034. Les bailleurs sociaux en région Hauts-de-France sont historiquement moteurs, un vrai laboratoire d'innovation. Et bien évidemment, ils seront au rendez-vous de cette transition énergétique dès lors que les partenaires sont au rendez-vous. Ils sont d'ores et déjà porteurs de nombreuses initiatives en région. Je citerai simplement les initiatives conduites autour de l'économie circulaire, l'utilisation des matériaux biosourcés, l'industrialisation également de la réhabilitation, notamment au travers du groupement de commandes JIREO, ou encore l'exploration de nouvelles modalités de consommation énergétique. Ces nombreuses initiatives sont conduites par l'ensemble des bailleurs sociaux dans la région Hauts-de-France. Il nous apparaît 3 conditions de réussite pour que nous soyons au rendez-vous de cet objectif important de transition énergétique de notre parc de logement social. Le premier, naturellement, est lié au financement. La question financière est incontournable. Selon l'ambition que l'on pourra donner aux opérations de rénovation énergétique de nos logements, l'enjeu porte entre 5 milliards et 9 milliards d'euros sur la période des 15 prochaines années. La deuxième condition porte à la mobilisation des acteurs en région. Le mouvement est engagé, on peut être optimiste, mais il s'agira vraiment de mobiliser l'ensemble des bailleurs, chacun dans leur champ de compétences.
La troisième condition de réussite porte sur la planification de ces travaux de rénovation énergétique pour donner de la lisibilité à l'ensemble des acteurs de la filière. Et puis je crois qu'il faut rappeler que la finalité est certes environnementale, mais elle est également sociale puisqu'il s'agit de garantir la baisse de la quittance et notamment la baisse des charges pour des locataires dont on sait qu'en région Hauts-de-France, ils sont fortement précarisés. Voilà pour l'implication et puis les enjeux pour les bailleurs sociaux en termes de rénovation de ces logements, bien sûr. Je voudrais juste redonner la parole à Frédérique Sels, directrice du CD2E. On parlait juste à l'instant, avant cette vidéo, des marchés publics. Peut-être une réaction, Frédérique Sels, vous y avez travaillé sur cette question. Alors, on y travaille beaucoup. Un site qui s'appelle laclauseverte.fr, en fait, qui est disponible dans toute la France, pas simplement en Hauts-de-France, financé en partie par l'ADEME, et aujourd'hui même l'ADEME nationale nous accompagne sur cette dynamique. Ce site permet en fait d'accompagner la réalisation de clauses environnementales qui peuvent être insérées dans les marchés publics. Le véritable intérêt, c'est que non seulement on accompagne la clause, mais cette clause, ça reste en fait sur laclauseverte.fr. On a la capacité à consulter les différentes clauses qui ont été réalisées par différentes collectivités publiques. Donc c'est moyen en fait de réfléchir à la façon, parce que effectivement, si on veut un produit biosourcé, on peut aussi noter qu'on veut un produit biosourcé. Par contre, il faut bien l'écrire. Tout ça, en fait, ça se fait chez nous avec des gens qui sont des acheteurs publics, en fait, et qui accompagnent les acheteurs publics, en fait, dans les collectivités. Merci pour cette explication. Je viendrai vous voir toutes les deux avec Sylvie Ruyen dans un instant pour un temps de conclusion. Avant cela, il y a un point qui avait été évoqué tout à l'heure par Thierry Collet, c'est évidemment l'enjeu de la formation. Là, je me tourne vers vous, Frédéric Motte. La formation, vous la portez au niveau de la région, la région la porte. Comment aujourd'hui on fait en sorte que les choses bougent ? Donc, vous l'avez dit, c'est la compétence de la région, notamment dans tous nos CFA. L'exemple très concret qui était évoqué tout à l'heure, c'est comment on équipe nos CFA avec les bons matériels. J'invite celles et ceux qui en doutent, mais allez visiter nos CFA. On a des équipements absolument incroyables, mais la tâche est colossale. La région, si on prend tous les lycées publics, privés, techniques, agricoles et autres, c'est plus de 450 lycées. Donc vous imaginez bien que tout ça, alors ça se fait à un rythme effréné, pas suffisant, mais je pense qu'on est dans la bonne direction et on va réussir à faire la jonction pour qu'on puisse, au fil de l'eau, accompagner tous les jeunes. C'est donc équiper les lycées. Le deuxièmement, et ça c'est en lien aussi avec le monde de l'éducation, c'est revoir les projets pédagogiques, parce que évidemment de régler une chaudière au gaz, c'est pas la même chose que de régler une chaudière au bois. Ou alors on a par exemple la région a accompagné une chaudière avec des anadelins. On est allé récupérer les anadelins et avec une chaudière et derrière une boucle un réseau de chaleur, on va chauffer la piscine, la maison de retraite, l'usine d'à côté. Eh bien l'opérateur, c'est pas la même chose. L'opérateur qui va travailler sur une usine avec de l'hydrogène, c'est pas la même chose que quand Arcelor faisait tourner ses hauts fourneaux avec du charbon. On a un défi absolument colossal d'aller faire tourner une usine de batterie pour les voitures. C'est pas la même chose qu'un moteur technique. Et donc c'est tout ça qui est en train d'être revisité. Le défi, tout à l'heure je vous disais, dans mes 3 défis, le premier c'était l'urgence. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a une accélération de tout ça. Il y a une accélération des innovations technologiques. Il y a une accélération de la contrainte réglementaire et donc qui pousse tous les entrepreneurs à bouger. Je pense qu'ils vont y arriver. Il faut que nous, puissance publique, je pense à la formation, on suive. Je tire le bémol, c'est attention aux citoyens consommateurs tout au bout. Si nous on part et si lui il reste sur le quai, on risque d'avoir des mauvaises surprises. Il y a un enjeu fort, vous le rappelez, le citoyen. On ne parle pas, depuis le début de ce plateau, on n'a pas parlé de l'impact pour le citoyen. Quand on rénove son logement, c'est quoi, 20% de gains Je me tourne vers vous, l'ADEME, parce que je pense que vous ne savez peut-être pas, mais c'est évident que ça a aussi un impact important, un impact social important. C'est un impact social, je pense qu'on l'a vu aussi avec le Covid. Ça a été l'enfer. Et on s'est rendu compte à quel point il était important de peut-être ralentir tout ça, de vivre un peu plus sereinement, de moins consommer, de consommer local. Et cette accélération, on la sent vers le citoyen. Je pense qu'aujourd'hui, il a envie qu'on lui propose une autre route. Et donc je rebondis parce qu'une autre route, c'est quoi ? C'est comment aller vers cette transition, cette neutralité carbone. On vient de diffuser, après un travail de plus de 2 ans à l'ADEME,
différents scénarios, 4 scénarios pour aller vers cette neutralité carbone, 4 différentes routes qui partent de la plus frugale à un pari un peu plus réparateur. Ces 4 chemins mènent toutes à une neutralité carbone avec une cohérence certaine. Le travail n'est pas terminé puisque d'ici mars, nous aurons aussi la vision économique de chaque scénario. Mais c'est un temps fort de débat démocratique sur lequel on invite vraiment tout le monde, acteurs privés, acteurs publics, élus, à s'emparer de ces différents scénarios et à prendre le temps de l'échange et de dire quelle route on va prendre. Parce qu'il y aura un basculement de la société, il y aura des changements de pratiques. On l'a vu avec la COP, ça fait mal, ça grince. Nous aussi, dans nos territoires, ce sera difficile à faire accepter. Mais on peut aussi voir derrière les éco-bénéfices. Et les éco-bénéfices, c'est la santé, c'est les finances, c'est le bruit, c'est la pollution. Il y a des éco-bénéfices qui sont forts sur lesquels nous devons tous communiquer parce que la transition, elle peut être heureuse, elle peut être désirable. Ça, c'est des messages qu'il faut vraiment faire passer. Des messages positifs. Il faut en effet qu'il y ait aussi... entre guillemets, une prise de conscience et qu'on explique. Il faut aussi faire de la pédagogie, je pense, auprès du citoyen. Et puis dans un temps électoral comme maintenant, ces scénarios arrivent à point nommé pour vraiment alimenter le débat, quoi. Pour autant, on parle très peu du bâtiment dans cette campagne qui démarre. Elle démarre, mais en tout cas... Regardez ces scénarios. On a vraiment travaillé sur l'écosystème, sur notre écosystème, donc sur toutes les thématiques, quoi. C'est pas des scénarios énergétiques, c'est sur l'alimentaire, c'est sur le bâtiment, voilà, il y a tout. Thierry Collet, vous vouliez réagir? Il faut se mettre aujourd'hui autour de la table, il faut décloisonner là. Oui, tout à fait. Je voulais réagir sur un point qui était un point qui faisait référence à une actualité passée mais encore récente, qui était la crise du Covid et le confinement vécu par chacun. On a bien vu que les usages du logement étaient en train de bouger. Le confinement aura été un enfer pour certains, pour d'autres peut-être un paradis. On en voit qui sont partis retrouver les charmes de la campagne, semble-t-il. Mais il y a toute la population qui est au milieu et qui est la plus massive, qui s'est retrouvée dans la cuisine ou dans le séjour pour faire du télétravail avec les enfants autour. Là, ça pouvait avoir des moments d'enfer. On a tous vécu ça ou vu passer les enfants des uns et des autres devant les visios auxquels on était abonnés. Mais l'usage du bâtiment, et ça avait été dit par M. Pelletier tout à l'heure, il y a aussi le vieillissement de la population. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on réfléchisse dans la rénovation plus globalement sur l'usage du bâti et sa transformation au fur et à mesure du temps. On voit bien que là aussi les frontières deviennent perméables. Le lieu de travail, le lieu d'habitation, c'est parfois le même. C'est parfois le même. On nous reparle de télétravail, pas télétravail, dans l'actualité de ce matin. Donc là aussi, on doit réfléchir et on doit avancer assez vite pour que ce qu'on rénove, ce qu'on construit, prenne en compte ces usages nouveaux et peut-être ceux auxquels on n'aura même pas pensé aujourd'hui. C'est-à-dire une réversibilité du bâtiment auquel on n'était absolument pas habitué jusqu'alors. Bon, très bien, on comprend bien que les enjeux sont extrêmement importants. Moi, je retiendrai l'idée de aujourd'hui se mettre autour de la table, tous, acteurs publics, acteurs privés. C'est essentiel pour aujourd'hui, dans une urgence qui est la nôtre, de pouvoir échanger sur la question. Il est temps de conclure. Je vous remercie à tous les 4 d'avoir été avec nous sur ce premier temps d'échange. Je vais, moi, de mon côté, aller rejoindre Frédéric Sels et Sylvie Ruin qui m'attendent juste à côté. Sylvie Ruin, directrice de l'URH, et Frédéric Sels, directrice du CD2E. Mesdames, alors on a assisté là à un temps d'échange important où il y a eu des choses fortes qui sont ressorties, notamment des freins. On a évoqué les freins. Qu'est-ce que vous avez retenu? Peut-être Sylvie Ruin dans un premier temps. Qu'est-ce que vous avez retenu déjà de ce temps d'échange-là? J'ai retenu en premier lieu, c'est le moment crucial dans lequel on se trouve, où il nous faut passer de l'accompagnement de l'expérimentation à l'accompagnement de la massification, avec un sujet central, une question centrale, qui est de trouver le bon chemin pour arriver à cette massification. J'ai entendu, lié à ce premier point, une vraie interrogation, qui est la question de la stratégie régionale. Est-ce qu'on peut massifier
sans faire le choix de privilégier certaines filières économiques. Est-ce qu'on fait le choix de la dispersion volontaire des filières économiques en faisant le pari qu'on peut massifier sur plusieurs filières économiques? Ou est-ce qu'il faut en région faire le choix de quelques filières économiques, faire partager ce choix par les maîtres d'ouvrage et les prescripteurs pour que l'ensemble de la commande publique oriente leur commande publique vers le choix de cette ou ces filières économiques arbitrées. Donc j'ai entendu cette première grande interrogation. Pas réellement de réponse pour le moment, parce que la feuille de route est en cours d'écriture, voilà. Vous l'avez entendu, mais c'est vrai que c'est une vraie question. Est-ce qu'on priorise une filière ou deux plutôt que plusieurs filières, en effet, dans la région? J'ai entendu aussi poser la question de la gouvernance, la gouvernance stratégique. Mais j'ai aussi surtout entendu poser la question de la gouvernance opérationnelle. C'est-à-dire comment et à quelle échelle territoriale, demain, on coordonne de façon très opérationnelle l'ensemble des professionnels, donc maîtres d'ouvrage, prescripteurs, industriels, pour parvenir à cet objectif de massification. J'ai entendu aussi le sujet économique, le sujet du financement. Financement, extrêmement important. Aujourd'hui, en phase d'expérimentation, on mobilise des financements pour soutenir la filière économique émergente, pour soutenir l'expérimentation, l'instrumentation des logements. Demain, il faut arriver à pouvoir produire ces nouveaux écomatériaux de la même façon qu'on produit les matériaux standards aujourd'hui, auxquels on aurait envie de renoncer. Et donc, ça veut dire de trouver le bon modèle économique qui ne soit pas simplement un modèle économique de produits subventionnés au final, mais plutôt un modèle économique où on subventionne la construction de la filière économique pour que, au final, le maître d'ouvrage il ait un produit qui soit au même prix qu'un produit standard aujourd'hui. J'ai donc entendu l'objectif de cette feuille de route régionale et bien évidemment, je ne peux que vous dire qu'on sera ravis d'être associés à la table, évidemment, à la construction de cette feuille de route régionale, puisque les bailleurs sociaux ont évidemment des propositions à porter. Il me semble, Frédéric Sels, que vous avez déjà fait un petit travail aussi pour la région, pour écrire un petit peu les enjeux pour les filières. C'est évident que vous n'avez pas attendu l'invitation. C'est important pour vous qui accompagnez les filières dans leur structuration, etc. C'est évident que là, il y a des enjeux à rappeler. Alors, je crois qu'on accompagne les filières, mais dans l'enjeu de la massification, qui est le premier enjeu sur lequel nous sommes, c'est le lancement d'une politique extrêmement volontariste de la région qui fera aussi la différence. Moi, j'ai entendu Frédéric Motte, mais peut-être entre les lignes, dire qu'il y a une transversalisation de la politique de la région, en fait, sur la transition écologique qui est en cours, qui va permettre, en fait, de mettre en œuvre, en fait, cette action, en fait, qu'on souhaite, c'est la massification. J'ai aussi entendu que pour faire ce travail-là, il allait falloir trouver des moyens, parce que c'est évidemment c'est un point qui est revenu plusieurs fois. Mais que ces moyens étant limités, même si on va dans la massification, on sait qu'on ne fait pas tout du jour au lendemain. Et qu'il faudra apprendre à les motiver. Je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup qu'il y a des territoires et des acteurs qui ont envie de travailler sur ces sujets. Il y a des bailleurs sociaux qui ont mené des expérimentations, qui auront envie de passer la seconde et la troisième, peut-être même la cinquième sur ce sujet. Et donc on pourra avec eux, et même avec d'autres qui n'ont rien fait et qui auront envie de le faire, pouvoir mener des expérimentations. Parce que dans les méthodes et les acteurs, ils sont prêts. On est sur des filières qui sont des filières agro-sourcées. Ces filières agro-sourcées, elles ne produisent que ce qu'elles vendent. Et donc, on a la capacité aujourd'hui, en fait, si on sait dire combien on va faire de logements dans 1 an, 2 ans et 3 ans, de leur dire, mettez en assolement, en fait, telle et telle production. C'est ça. Voilà, donc je pense que tout est lié, évidemment. Tout est lié. L'urgence écologique fait qu'on en a besoin. Les agriculteurs vont être gagnants dans cette dynamique parce qu'on va augmenter leurs revenus. Il faut avoir en tête qu'on est sur des coproduits la plupart du temps et ça va augmenter leurs revenus. On va permettre en fait à des filières locales de se structurer et on va les recevoir juste après. Ça va donner de nouveaux emplois. Mais il y a aussi la dimension de la transformation de ces emplois. Il y aura des créations d'emplois, mais il y a aussi des transformations. Tout n'est pas création. On a des gens qui sont dans les entreprises qui, demain, seront les acteurs en fait, de la nouvelle économie.
on a aussi des enjeux d'insertion. Certains acteurs, comme Maison et Cité, ont fait de l'insertion en fait avec ces produits-là. Mais il y a plusieurs dimensions. En faisant du chanvre, on peut tout à fait, puisque ce sont des technologies, des techniques en fait de formation qui ne sont pas forcément connues. Eh bien, on peut mettre des gens qui sont en insertion et qui vont se former sur ces métiers. Donc, on peut mailler en fait des différentes politiques en fait pour permettre effectivement d'avoir en fait derrière à la fois des emplois, de l'utilisation locale, des produits biosourcés, créer des écosystèmes un ensemble qui sont extrêmement vertueux. Ouais. Voilà. Juste là, c'est vrai qu'on va parler dans un instant d'expérimentation. Vous allez voir sur des petits nombres. Hein, mais aujourd'hui, vous pensez que du coup, il faut plutôt partir sur une expérimentation à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un. Enfin, finalement, pour prouver que ça marche, prouver qu'on peut aller dans ce sens-là, c'est ça qu'il faut. Il faut une étape intermédiaire. Des territoires complets, peut-être des métropoles, des grandes métropoles ou d'autres métropoles. Il faut du courage politique, comme disait. Voilà, moi je ne suis pas en fait dans cette dynamique-là. En fait, je suis celle qui aide ceux qui sont. Je suis à leur côté, donc les accompagner pour trouver la gouvernance en fait locale, parce que moi je crois beaucoup en la gouvernance locale. Je pense qu'effectivement, tout à l'heure ça a été dit par Frédéric Motte, l'acceptation citoyenne, l'approbation des gens qui vont avoir en fait ça, parce que il y a des enjeux. On parle des passoires thermiques. Nous on a rénové des logements en fait où on a diminué par 10 les consommations. On parle de pouvoir d'achat en ce moment. Comment mieux donner du pouvoir d'achat à long terme aux gens qu'en diminuant les consommations qui sont en train d'exploser en termes de coûts. Pour nous, en fait, accompagner localement les choses, il y a un tas d'acteurs qui sont formés pour faire de la concertation citoyenne dans les quartiers. On peut après, en fait, avoir fait ça, faire un travail de massification. Alors, il y a les bailleurs sociaux, mais il y a aussi dès 1930, il y a des expérimentations Habité 2030 qui ont été faites et on peut rénover des quartiers sur ce modèle. Donc, toutes les techniques, j'ai envie de dire, elles sont elles sont matures. On a des acteurs qui sont prêts, on a des gens qui sont formés, on a des filières derrière nous. Aujourd'hui, le vieux monde résiste, mais il y a un nouveau monde, et vous allez le recevoir, qui est en capacité demain de prendre le nouveau message et d'agir. Voilà. Et donc, localement, il y a des gens formés, il y en a déjà quand même. On peut les former sur le terrain, il y a les CFA, il y a les filières professionnelles, mais le CD2E, vous le savez, forme les gens sur le terrain avec des baraques, en fait, vous voyez, des containers qu'on vient amener sur le chantier et on vient former les professionnels. Donc, à l'impossible nul n'est tenu, mais rien n'est si complexe quand on veut vraiment le faire. On va y revenir dans un instant avec, en effet, ces projets, ces expérimentations qui sont menées en Hauts-de-France. Juste une dernière question, Sylvie Ruin. On entendait, il faut évidemment aller là où les gens sont motivés, faire des expérimentations au niveau local sur des territoires, des quartiers. Les bailleurs sociaux, ils sont évidemment impliqués et ils sont volontaires là pour ça. Vous le confirmez, ça? Il y a plein de choses qui sont en train de se faire? Alors, non seulement les bailleurs sociaux sont volontaires, ils sont convaincus et bien souvent, ils ont été même précurseurs, puisque le sujet n'est pas nouveau pour eux. Certains ont déjà développé des constructions avec des écomatériaux dans les années 2000, donc le sujet n'est pas nouveau. Mais on sent qu'aujourd'hui, il nous faut passer à la vitesse supérieure, donc cet objectif de massification. Je trouve que l'approche territoriale peut être une approche très pertinente, mais sous condition qu'elle emmène sur un même territoire suffisamment élargi pour qu'elle soit pertinente l'ensemble de la maîtrise d'ouvrage public. Et je pense que la maîtrise d'ouvrage public sur ces sujets-là doit particulièrement être exemplaire. Doit avoir un effet d'entraînement, et quand je pense à la maîtrise d'ouvrage public, je pense à la compétence qu'a la région en matière de lycée, je pense à la compétence départementale des collèges, je pense aux intercommunalités, aux EPCI, aux communes, pardon. Oui, ça peut commencer par là aussi. J'imagine bien que dans le cadre des contractualisations qui sont en cours, comme les CRTE, ce soit là le cadre idéal pour entraîner toute la maîtrise d'ouvrage aux côtés des bailleurs, ou les bailleurs aux côtés de la maîtrise d'ouvrage public, pour conduire des expérimentations massives d'utilisation des écomatériaux. Et de ce fait-là, l'approche territoriale me semblerait effectivement pertinente, sous réserve d'une stratégie régionale confirmant pour autant le choix des vraies filières stratégiques. On comprend qu'il y a quand même des questions encore qui se posent, et Frédéric Motte a quitté le plateau, mais je suis certaine qu'en janvier nous aurons des réponses à vos questions, Sylvie Ruin. En tout cas, je l'espère. Merci beaucoup à toutes les deux. Sylvie Ruin, on vous retrouvera dans un moment pour faire un peu le point et une conclusion un peu globale. Quant à vous, Frédéric Sels, vous allez venir nous rejoindre en plateau, puisque c'est maintenant le moment de passer à notre deuxième temps d'échange.
deuxième temps d'échange. Comment travailler sur l'amplification et la pérennisation des filières régionales biosourcées? Quelles sont les initiatives déjà menées? Et vous le voyez peut-être sur le devant du plateau, on a des écorchés, ce qu'on appelle des écorchés, du lin, du chanvre, de la paille. Voilà, parce qu'évidemment là, on va parler expérimentation. Et pour m'accompagner justement sur ce sujet, Frédérique Sels, directrice du CD2E, qui nous a du coup rejoint. Arnaud Delobel d'Active Paille. Bonjour. Bonjour. Fabienne Delabouglise, déléguée régionale Fibois. Bienvenue à vous. Et Bertrand Delporte, directeur de la coopérative La Linière, L.A. Linière de Bourbourg. Bravo. Vous allez bien? Bon, bah, c'est affiché en plus sur votre veste. J'en suis fier. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions et que nous y répondons au fur et à mesure. L'idée, c'est de découvrir les expérimentations qui sont menées en Hauts-de-France, aussi bien en matière de paille, de bois, de chanvre, mais aussi de lin. Et je vous propose tout de suite de découvrir à travers ce premier reportage ce projet porté par SIA. Il s'agit d'un chantier bâti en briques de lin qui concerne 2 logements à Méricourt dans le bassin minier. Regardez. Bon, alors, un petit souci de sujet. Projet mené par la SIA à Méricourt. Alors voilà, on peut découvrir tout de suite ça en images. Regardez. Le choix de s'orienter vers le béton de lin fait suite à différents échanges que nous avons eus avec le CD2E, la région et le RBM. SIA avait déjà la volonté d'expérimenter un matériau, un écomatériau, depuis plusieurs opérations déjà. Alors ce matériau étant prometteur, mais n'étant qu'en phase de développement, il s'avérait nécessaire de passer au préalable par une expérimentation. Alors, nous avons décidé d'intégrer cette expérimentation dans le cadre d'une opération plus globale de 252 logements à Méricourt, cité de la Croisette. Cette opération de grande ampleur nous a permis d'identifier 2 logements qui se prêtaient à ce projet pour effectuer cette expérimentation à la fois sur de l'isolation par l'intérieur mais également par l'extérieur. L'objectif de ce projet pilote, c'est de tester dans des conditions de chantier réel ce nouvel isolant. Alors, nous avions décomposé cette expérimentation en 3 phases. Une première phase qui consiste en la conception, les diagnostics, les différents diagnostics. Une deuxième étape qui consistera à la mise en œuvre de ce béton de lin dans ces 2 logements qui seront identifiés. Et une troisième étape qui consiste à l'instrumentation, donc tout ce qui est mesure de performance de ce matériau dans le temps, donc à la fois les prises de température et le comportement général de ce produit. Alors nous travaillons avec les acteurs locaux, notamment à la recherche de financements complémentaires, parce que ces opérations coûtent très cher. Et en fait, on s'aperçoit qu'on ne se limite pas à la réhabilitation thermique, mais également à l'amélioration du cadre de vie. Et donc, c'est des opérations pour lesquelles nous avons besoin d'accompagnement. Donc, la Linière est une coopérative agricole de taillage de lin située à Bourbourg. Bâti-Lin est un bloc en béton de lin isolant qui peut servir pour la rénovation ou la construction neuve. Ici, dans le programme Rénolin, on va l'utiliser pour de la rénovation. Alors, la matière première pour le bloc Bâti-Lin, c'est avant tout les anneaux de lin. Les anneaux de lin, c'est un coproduit issu du taillage de lin. Donc le taillage de lin, c'est la récupération de la fibre. Mais quand on récupère la fibre dans un taillage, on récupère aussi d'autres produits, dont les anneaux de lin. L'opération Rénolin, pour nous, est une étape importante pour le développement de Bâti-Lin, puisqu'on va se servir de cette expérimentation pour développer les certifications auprès du CSTB. Donc le programme Rénolin va nous permettre d'obtenir un avis technique expérimental qui va nous permettre ensuite de déboucher sur un avis technique plus long, ainsi permettra de susciter l'intérêt du produit et à terme l'objectif c'est de monter une nouvelle ligne de production à Bourbourg à la Linière. Bon, voilà pour ce reportage et cette expérimentation qui est menée à Méricourt. Bertrand Delporte, on voit bien que la filière attend beaucoup de cette expérimentation. Vous êtes prêt, vous, hein ?
Oui, on est prêt parce qu'on a leurs ressources, quoi, en fait. On est une coopérative de TH de lin, on a 450 producteurs, on existe depuis 1952 et on a beaucoup de chance parce qu'on produit une fibre extraordinaire qui est la fibre de lin, qui est la fibre végétale la plus fine, la plus solide au monde. On a la chance d'être au cœur du bassin de production. 80% de la production mondiale est produite entre Caen et Amsterdam. Et donc, tout va bien pour nous, quasiment grâce à cette fibre-là. Mais dans la production du lin, on a un coproduit qui est le bois de la plante, en fait, le bois de ce petit arbre qui a poussé en 90 jours, qui est l'anadlin. Donc on a un gros volume. Dans la région, on est une dizaine d'entreprises de teillage, d'usines de teillage comme nous. Et au total, on a plus d'1,5 million d'anadlin disponibles tous les ans, quoi, voilà. Alors du coup, expliquez-nous bien. Ça veut dire que le lin, d'ailleurs on le voit sur le devant du plateau, c'est alors une fibre extraordinaire, je vais reprendre votre terme. Ça veut dire qu'il y a une partie qui part pour... qui part en filature, pour le textile. Voilà, qui part en filature. Donc filatures, bien sûr, qui sont disséminées aujourd'hui avec les crises textiles des années 70. Il n'y a plus de filature. Mais avec des gros projets, par exemple, avec Safilin qui relocalise en région. Donc nous, Safilin est un gros client pour nous. Donc on fournit cette fibre-là pour faire un fil et pour faire des tissus frais en été, chauds en hiver. On a un anadlin qui est peu cher parce que très mal valorisé. Aujourd'hui, on l'utilise pour quoi, l'anadlin ? La litière pour animaux, éventuellement les panneaux de bois agglomérés, et puis éventuellement, le vice-président l'a dit tout à l'heure, aussi pour de l'énergie, c'est une valorisation possible, quoi, voilà. Les spécificités de l'anadlin, une fois qu'on l'utilise comme isolant, c'est quoi Bien sûr, un lambda qui est assez performant, qui est équivalent à ce qui existe sur le marché, et puis surtout une perspirance, ou un peu comme pour la fibre, nos grands-parents dormaient dans des draps de lin parce que le demi-litre de transpiration de la nuit était absorbé par les draps. Le matin, on ouvrait le lit et on aérait. Et le soir, on dormait dans des draps frais. On retrouve le même phénomène de perspirance, de transfert de cette humidité avec l'anadlin. Et puis, un déphasage qui est important. Aujourd'hui, pour un bloc de 20 cm, on va avoir un déphasage de 11 heures. Et le déphasage est un élément important de l'Aéro 2020 dans le neuf. Ça fait objet de la réglementation. Et nous, on est capable de répondre très très bien grâce à ça. Vous êtes capable de répondre parce que vous avez tout cet anadlin. En plus, c'est un produit qui n'est pas cher. Donc là, pour le coup, on parlait tout à l'heure de financement. C'est un peu ça, quoi. Et la symbolique du projet avec SIA est quand même assez sympa. C'est-à-dire qu'on va loger à pas cher, quoi. C'est-à-dire on permet à des gens de toucher du développement durable et d'être dans un habitat qui est plutôt high-tech aujourd'hui, puisque développement durable, à pas cher, quoi. Voilà. Et notre ressource restera toujours pas chère. Parce que toujours à côté, cette fibre extraordinaire qui est, qui a beaucoup de valeur, quoi, voilà. Un mot sur la brique Batilin. C'est en partenariat avec évidemment d'autres entreprises. Vous ne faites pas ça tout seul. Le cheminement est assez long quand même, donc il y a beaucoup de normes et c'est important. On parle de massification, mais pour aller à la massification, il faut arriver avec un produit qui soit très normé. Donc il y a beaucoup de normes. Donc on a un cheminement qui est assez long, qui a démarré avec le Codem sur la formulation. Donc aujourd'hui, on maîtrise ça grâce à eux. Et puis aujourd'hui, on avance grâce au CD2E, grâce à la région qui nous a pas mal soutenu, l'ADEME aussi. Et donc aujourd'hui, on avance sur ce que Julien dit dans le reportage, vers un ATEX et un ATEC pour vraiment apporter un produit qui soit très performant d'un point de vue réglementaire. Voilà. Alors c'est là où vous le citiez à l'instant, le CD2E vous accompagne. Comment vous accompagnez la filière là, depuis quelques années d'ailleurs? Alors déjà, si vous voulez, c'est en sollicitant l'offre et la demande en fait. Donc on est vraiment dans une dynamique où on rencontre en fait les bailleurs sociaux, on rencontre en fait les collectivités, puisque l'idée, si vous voulez, ça a été dit aussi tout à l'heure, c'est que quelque part il y a l'exemplarité de tous. Donc quelque part aller rencontrer des bailleurs, aller rencontrer des collectivités pour leur montrer ce qui peut exister dans la construction en fait biosourcée, c'est déjà le premier travail qui est à faire. Ensuite, c'est accompagner les filières en fait dans la dynamique en fait interne, c'est-à-dire que grosso modo, c'est de voir comment. Alors, on le fait pour le lin, mais on le fait aussi pour la paille, dans la formation en fait des agriculteurs parce que quand on travaille sur la paille, on peut pas en fait se dire que demain on aura des ballots de paille qui sortent directement en fait du champ. Ce sont des ballots
ballots de paille avec une hygrométrie particulière, ce sont des ballots de paille qui sont calibrés, ce sont des ballots de paille qui ont une densité particulière. Donc le travail, donc il y a cette formation qui est faite. Ensuite, il y a aussi la formation des gens qui vont poser la paille, par exemple, la paille ou le lin, toutes ces questions-là, en fait, on les accompagne. Quand on est sur la filière lin, on va aussi former les acteurs qui vont poser le lin, parce que ces formations n'existent pas. Tout à l'heure, on disait on va les faire en CFA, on va les faire chez les compagnons, mais elles n'existent pas. Donc il faut évidemment acculturer en fait les gens qui sont sur les marchés, il faut leur permettre de faire. C'est aussi mener des expérimentations. Quand on est sur le chanvre avec Maisons et Cités, clairement, on n'est pas en fait on a des normes, mais comme en fait on est sur des maisons qui sont classées à l'UNESCO, on va rénover par l'intérieur et pour éviter d'avoir à mettre 30 cm, eh bien on va tenter des expérimentations pour mettre la moitié et regarder comment se comporte le logement. Et là, en fait, on a vu que ça fonctionnait très bien puisqu'on avait la performance thermique attendue. Donc vous voyez, c'est aussi toute cette dynamique-là dans l'accompagnement qui n'est pas que se dire on prescrit, on dit il faut le faire et puis maintenant débrouillez-vous. Il y a la filière qui est en amont, il y a les utilisateurs. Il y a tout l'accompagnement et c'est aussi toutes les normes qui sont derrière. Parce que quelque part, il ne suffit pas quelque part même de l'avoir fait. Parce que l'expérimentation Maisons et Cités, il faut que ce soit reconnu. Parce qu'économiquement, pour avoir les aides qui sont afférentes, il faut que ces règles professionnelles soient reconnues. Vous les accompagnez aussi sur ça, On va aussi les accompagner sur ça, notamment avec le CEREMA. Vous voyez, donc il y a vraiment tout un accompagnement qui va du très très amont au très très aval. Parce qu'aujourd'hui, c'est nécessaire d'aller jusqu'à la conception à la communication aussi. Parce à la communication, ça fait partie... c'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais j'ai envie de dire c'est hautement nécessaire que les acteurs qui sont autour de la table, en fait, sur le bois, sur la paille, sur le lin, sur le chanvre, soient en fait des acteurs qui soient visibles, parce que les volumétries qu'ils peuvent faire, on va voir tout à l'heure Active Paille, c'est quand même très intéressant de voir l'industrialisation de la construction de bois en paille dans notre région, en fait. Donc on a aujourd'hui des capacités qui d'ailleurs en fait se travaillent maintenant pour toute la France, donc formidable. On va y revenir dans un instant. On parlera aussi du chanvre. Vous l'évoquiez avec ce projet Maisons et Cités. On y reviendra dans un instant. Là, il y a un intérêt fort pour le lin parce qu'on l'a là. Enfin, c'est dans la région. Vous parliez d'un bassin plus long, mais je crois que dans la région, c'est 40% de la production mondiale du lin. C'est ça, 40%, c'est énorme. Donc on a tout ce qu'il faut là, en fait. Et 3/5 en fait sur le bassin qui va en fait de la Normandie jusqu'à Amsterdam. Donc on est un lieu, c'est local. Il n'y a pas plus local comme la paille. En fait, la paille c'est hyper local. Donc utilisons les ressources locales. Et la paille, on la trouve un peu plus partout, contrairement au lin. Et puis c'est hyper écologique dans le sens où on va la prendre à 25 km du lieu où on la produit, parce que vu la valeur de la paille, tout comme pour le lin, en fait, on est sur des produits qui ont des faibles valeurs en fait au coût. Après, en fait, on y ajoute de la valeur dans ce qu'on va réaliser. Oui, bien sûr. Non, mais on comprend bien l'enjeu. On voyait la carte là à l'instant de la production de lin. Il y a des projets d'usine peut-être. Oui, l'enjeu c'est un peu ça. Nous, vous êtes dans les starting blocks là. Voilà. Nous, quand on parle de massification, c'est vraiment ça. Nous, on ne fait pas ça pour se faire plaisir. Il y a une réalité économique derrière, donc il faut qu'il y ait une rentabilité pour tout le monde. Il faut qu'il y ait un modèle. Et donc on arrive aussi avec un produit pas cher au départ, mais on veut du volume. Il nous faut absolument du volume. Donc du volume pour avoir l'usine au plus proche de la ressource, donc à Bourbourg, près du teillage qu'on voyait tout à l'heure en photo, en reportage. Donc c'est vraiment ça, quoi. Il nous faut du volume, et pour avoir du volume, il faut des projets, il faut des... Donc aujourd'hui, SIA, Flandreau Pôle Habitat qui nous accompagne aussi. On démarre quelque chose d'assez sympa avec eux sur 4 maisons. J'allais vous demander, quels étaient vos autres projets en dehors de... Et puis d'autres acteurs qui sont plutôt du domaine privé. Mais tout à l'heure, on parlait de la commande publique. Oui, la commande publique où on n'est pas présent, où c'est un peu plus compliqué. Oui, bien sûr. Mais bon, ça viendra certainement. Ça va venir, oui, bien sûr. Bon, très bien. Donc voilà, vous voyez, là, on a ramené évidemment cette fibre extraordinaire sur notre plateau. Je peux vous dire que voilà, tout est ici et évidemment, il y a un enjeu fort et on entend vos attentes. On va vous parler de paille et de bois parce que des projets, des expérimentations, je vous ai dit, il y en a plusieurs, dont un projet qui est mené à Anisy-le-Grand, ça se trouve dans l'Aisne, mené par l'Opale. Projet avec structure bois et paille. Regardez le reportage. Le chantier d'Anisy-le-Grand est la première opération test que l'Opale a pu réaliser, qui allie l'utilisation de matériaux biosourcés et une labellisation Passive House.
Donc les matériaux biosourcés sur ce terrain et cette maison ont été utilisés avec une ossature bois locale, type peuplier, et une isolation paille. Donc pour ce projet innovant, plusieurs financeurs nous ont suivis, que ce soit l'État, la région ou le département. Donc cette opération fait partie d'un ensemble d'opérations test, donc de petites opérations qui sont disséminées sur le territoire et qui vont amener à développer en fin de compte la filière biosourcée. Donc cette opération a vocation à être un modèle reproductible et à moyen terme de baser toutes nos opérations sur ce modèle-ci. Aujourd'hui, c'est 10% de la production annuelle. À moyen terme, ça va être 100% en fin de compte de la production. Donc la définition de la rénovation durable à l'Opale, c'est travailler sur les programmes neufs et travailler sur les programmes anciens pour converger vers la neutralité carbone. Le corollaire immédiat, c'est de pouvoir contribuer à structurer des filières locales qui permettent d'avoir les compétences locales, des sous-traitants, des architectes, des bureaux d'études, pour pouvoir conduire ces projets dans des coûts performants, raisonnables. Nous avons un conseil départemental auquel on est rattaché qui nous a demandé, bien évidemment, à ce que l'Opale soit un acteur majeur sur le département de la mise en œuvre de cette stratégie de neutralité carbone. Et notre approche, en fait, vous l'avez compris, ça passe par l'action. Il faut le faire, il faut se jeter à l'eau, et puis petit à petit on calera, on sera de plus en plus efficient. Mais je pense qu'il ne faut pas attendre parce que le temps passe vite et on nous le reproche souvent. Il faut attaquer et avoir un petit peu d'optimisme, tout simplement. Voilà pour ce projet porté par l'Opale à Anizy-le-Grand qui utilise donc de la paille et une structure en bois. On peut montrer la brique Batilin, on ne vous l'a pas montré, on parlait du lin juste avant. Ben voilà. Ça ressemble à ça, donc les petits copeaux de bois qui sont du coup... Oui, et puis surtout très facile à poser, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'un maçon, la mutation d'un produit à l'autre va être assez facile, quoi. Donc ça se pose avec un joint mince, donc c'est... c'est hyper facile. Ouais. Et le marché de la rénovation est un marché qui nous est acquis, qui nous sera acquis assez facilement, quoi. Voilà. Bon, voilà pour la précision, c'est vrai qu'on ne vous l'avait pas montré cette brique de lin. Arnaud Delobel, vous êtes le fondateur d'Active Paille. Oui. Et puis à vos côtés, Fabienne de la Bouglise, déléguée régionale Fibois. On va parler du bois et de la paille. On l'a vu dans le projet. Peut-être vous d'abord, Arnaud Delobel, expliquez-nous Active Paille. C'est pas vieux, hein, ça vient d'être créé. Expliquez-nous ce que c'est. Alors Active Paille, en effet, c'est tout récent. L'idée a germé il y a 2 ans maintenant, de justement structurer la filière paille et d'apporter sur le marché régional une réponse industrielle à la production et à l'utilisation des panneaux bois-paille. L'entreprise est en production depuis à peine 6 mois. Donc le chantier d'Anizy, aujourd'hui, c'est nos bottes de paille qui sont dedans, mais c'est un charpentier local qui a réalisé les panneaux. On n'était pas créé à cette époque-là. D'accord. Aujourd'hui, le fait d'apporter une réponse justement massifiée et industrielle. Donc nous, on a repris un ancien site de Nestlé, qui est à Itancourt, juste à côté de Saint-Quentin, qui a fermé ses portes au mois de décembre. On a repris une partie de ses bâtiments. Donc on a 1500 m² aujourd'hui dans notre atelier et on va reprendre 8000 m² supplémentaires pour cet été, pour augmenter, parce que justement on apporte une vraie réponse massifiée à l'utilisation de la paille. Donc là, on découvre quelques images. Donc vous faites vraiment un travail de conception. Là, on le voit. Expliquez-nous un petit peu ce qu'on est en train de découvrir là. Alors nous, on a 2 parties dans notre activité. On a la partie études et accompagnement des entreprises, donc des bailleurs sociaux et des promoteurs autour de la définition de leurs projets en paille, parce qu'on est quand même sur des constructions qui sont, enfin, des méthodes constructives qui sont récentes, même si on construit en paille depuis plus d'une centaine d'années aujourd'hui. Donc on a aussi un fort recul sur ce type de construction. La plus vieille maison paille est à Montargis à 100 ans, 102 ans même exactement. Donc on sait que c'est des choses qui tiennent dans le temps et qui sont très durables. Donc c'est un gros avantage pour nous, mais malgré tout, ça fait seulement une dizaine d'années que la construction paille se développe. Donc on accompagne tous les acteurs, donc, en partenariat aussi beaucoup avec le CD2E qui fait les formations. Et nous, on accompagne plutôt en partie conception des bâtiments pour dire aux entreprises, voilà, on peut faire des bâtiments en paille, on peut massifier, on peut industrialiser. Par contre, il y a quelques conditions et quelques règles à respecter et on les accompagne là-dessus. Et une fois qu'on a défini le projet, on va le préfabriquer dans nos ateliers. Et là, ça va très très vite du coup. Donc là, on voit bien sur les images, structure bois, et on vient y mettre du coup les ballots de paille. Vous travaillez avec combien d'agriculteurs ?
Alors aujourd'hui, on a 5 producteurs là, qui sont partenaires avec nous en première année. Ça va doubler pour la prochaine récolte de paille, parce qu'on a une grosse saisonnalité. Du coup, la paille, on la ramasse qu'une fois par an. C'est ça, faut pas se tromper. Et on accompagne les agriculteurs. Donc on a une autre société qui s'appelle Le Petit Ballot, qui fait de la prestation de services auprès des agriculteurs pour justement conditionner ces bottes et veiller à ce que ça respecte bien le cahier des charges de la construction paille. J'allais vous poser la question, parce que Frédéric Sels l'avait évoqué tout à l'heure. Ça veut dire qu'il faut quand même qu'il y ait une hygrométrie particulière. Enfin, il y a un travail préparatoire, en fait, au départ, avec les agriculteurs. Exactement. La construction paille, c'est une technique courante de la construction qui est régie par des règles professionnelles. Et justement, pour respecter ces règles professionnelles, il faut que la paille soit définie de façon convenable. Donc on ne va pas sortir la presse qu'il y a dans la grange du grand-père pour faire des petits ballots, parce que c'est ce qu'on faisait il y a une quarantaine d'années. Il faut des machines de nouvelle génération qui puissent calibrer de façon très précise pour que ça puisse répondre aux normes de la construction. Donc ça rentre dans le cahier des charges. Les avantages de la paille. Alors on combat aussi un peu aujourd'hui les idées reçues, parce que c'est vrai que la paille, on se dit, mais quel est l'avantage de la paille ? Il n'y a que des avantages. Il n'y a que des avantages, vous voyez. Il n'y a que des avantages à la paille. C'est une ressource qui est ultra abondante. Aujourd'hui, on valorise pour l'élevage et les autres débouchés seulement 10% de la production de la paille en France. Ce qui fait qu'on pourrait construire la totalité des bâtiments neufs et de la rénovation, et on n'utiliserait que 10% supplémentaires. Donc on a vraiment largement de quoi subvenir aux besoins justement du marché de la construction et de la rénovation. Donc c'est abondant et c'est local. Nos agriculteurs sont situés sur un rayon de 20 km autour de notre unité de production. Donc, on ne peut pas faire beaucoup plus local. Et après, les performances de la paille intrinsèque en tant qu'isolant, on l'a vu tout à l'heure aussi avec le lin, les biosourcés ont des capacités de déphasage qui sont très importantes. La paille n'y échappe pas, c'est plus de 12 heures de déphasage thermique. Donc on peut avoir une canicule tout l'été et être au frais dans sa maison. C'est un matériau qui, de fait de son abondance, est pas cher. Donc c'est aussi une vraie réponse économique. Et en plus de ça, les propriétés d'isolation, ce genre de choses, on est capable de fabriquer des murs qui sont passifs naturellement. Donc aussi bien pour la construction que la rénovation, on fait des bâtiments qui sont très performants, qui nécessitent très peu de chauffage. Donc on va reparler après des économies de pouvoir d'achat, ce genre de choses. C'est une vraie réponse. Là, une vraie réponse à ces questions-là. Vous, ça fait 6 mois, vous l'avez dit, que vous avez vraiment lancé votre activité. Est-ce que vous sentez que c'est en développement ? Vous avez pas mal de projets ? Comment vous... Après 6 mois d'activité, on va quadrupler notre capacité de production. Donc c'est pas pour rien, c'est qu'il y a vraiment une énorme dynamique qui est en train de se faire. Et du fait qu'on apporte une réponse économique parce qu'on a massifié, parce qu'on a industrialisé la mise en œuvre de la paille pour la construction, on peut apporter des réponses du coup. Et nos clients qui étaient plutôt définis au départ sur des particuliers, quelques projets publics, aujourd'hui, on est approché par les bailleurs sociaux, par les promoteurs immobiliers directement, même par des logisticiens qui veulent construire des grands bâtiments avec la paille. Donc on a une vraie réponse qui se massifie et on veut être en capacité de suivre justement ce développement. Donc on a la chance chez Nestlé d'avoir de la place pour s'étendre, donc on en profite. Et puis c'est un site, donc c'était une friche, donc vous avez du coup vous êtes installé dans une friche, et combien d'emplois aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on vient de signer ce matin notre 10e embauche sur le site. Super. Et on devrait être à peu près 25 fin 2022. Bon, voilà. Enfin, on disait dans la première table ronde, là, on parlait que c'était générateur d'emplois. On en a la preuve avec vous. Frédéric Sels, peut-être aussi un œil un peu global sur cette filière paille qui, du coup, à travers cet exemple, on voit bien que là aussi, on a tout sur place et donc c'est évidemment porteur là aussi de beaucoup d'avantages et beaucoup de choses pour le territoire. Je crois que par rapport à ce qui a été dit, peu de choses à rajouter au sens où on va améliorer le revenu des agriculteurs, on va permettre en fait de construire en biosourcé. Pourquoi pas imaginer, aujourd'hui on est en bois paille, pourquoi pas bois chanvre, pourquoi pas bois lin. Enfin moi en tout cas j'imagine que tout ça c'est des choses qu'on pourra mixer en fait dans l'avenir. Donc je pense qu'il y a aussi des bonnes aptitudes dans cette entreprise à y réfléchir. Je crois que la paille c'est abondant, vous l'avez dit, on ira pas retirer de la paille en fait de la bouche en fait des animaux ou de ceux qui vont en produire. C'est très important parce qu'on a souvent ces arguments là qui nous sont opposés quand on travaille sur des biosourcés. Je crois que la paille
paille, c'est aussi un matériau extrêmement performant. Vous avez, on ne l'a pas dit, mais des tests qui ont été réalisés et que tout ça, on n'est plus dans la maison des trois petits cochons. Que ce soit en fait pour le bois, pour la paille, ce sont des matériaux qui sont testés, validés et on a aujourd'hui même des casernes de pompiers qui sont faites en bois paille. Donc soyons rassurés. En fait, tout ça, il y a une maîtrise en fait du système qui est extrêmement forte. Voilà. Donc c'est un sujet qu'il faut vraiment traiter parce que je dis souvent le vieux monde nous rattrape. Mais comme il nous rattrape, il faut essayer de travailler avec les argumentations sur les filières techniques, sur l'aspect technique en fait sur lequel nous sommes aussi en fait dans ce métier. Très bien. Avant de passer juste à la filière bois, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de filières très dynamiques dans notre région. Juste une question, alors ça concerne Batilin. Pourriez-vous communiquer la résistance thermique et l'épaisseur d'un bloc type de Batilin? N'y a-t-il pas un risque de perdre une part importante de la surface habitable? Oui, c'est vrai que c'est le sujet avec SIA. Donc nous, aujourd'hui, alors là, c'est plus technique et moi, je suis plus sur la partie agricole, mais on est sur un lambda de 0,7, je pense. Et donc, oui, c'est certain que, un peu comme pour la paille, ou comme il n'y a pas que des avantages, quoi. Bien sûr qu'on est un peu épais, mais on peut faire de l'ITE, on peut être à l'extérieur, on peut faire de l'ITI, on peut faire du neuf. Voilà, ça, il y a plein de solutions. Mais oui, si on veut du très fin, on peut trouver des produits, mais qui ne seront pas biosourcés. Et je sais que la question s'est posée aussi pour le chanvre. Oui. Frédéric Sels, expliquez-nous justement l'expérimentation. On y reviendra parce qu'on verra la vidéo qui présente ce projet, mais dites-le tout de suite parce qu'on est en train d'en parler. En quelques mots, en fait, on avait l'obligation de mettre plus de matière aussi sur le chanvre dans l'expérimentation de Pécancourt. On a divisé la matière par deux pour voir comment ça allait se comporter et ça fonctionne. Donc on a une performance thermique qui est celle qu'on attendait. Donc je pense que si vous voulez, évidemment, on a des problématiques en fait de volumétrie en fait sur les nouveaux isolants. Maintenant, en fait, comme en fait tout ça est basé sur le R et pas basé sur la performance globale, on doit travailler. Tout à l'heure, ça a été dit, il y a une réglementation thermique, mais il y a la réglementation environnementale, elle doit suivre. Donc, du coup, si vous voulez, on ne peut pas rénover avec les matériaux d'hier, en fait, et dire qu'on va faire de la transition écologique. Non. Donc, ça n'est pas simplement intellectuellement, c'est aussi, en fait, dans la pratique, il faut tester des nouvelles façons de faire. Et quand on fait les ajustements, c'est exactement ce qui a été fait, en fait, sur l'expérimentation maison et cité. Je pense que sur SIA, en fait, il y a cette dynamique qui est aussi présente. Oui, et en fait, il n'y a pas que le lambda. Alors, en fait, résumer l'isolation au lambda, c'est faux. Ça, c'était le monde d'avant, quoi. C'était vraiment ça. C'est le monde de la VMC qui doit absolument assécher le logement parce que la laine de verre ou la laine de roche, même si elle est très performante, à partir du moment où on lui met 10% d'humidité, sa performance chute de 50%. Donc, nous, on va régler les problèmes de déphasage, on va régler les problèmes d'humidité dans le logement et on va rester performant dans le temps, quoi. Donc, avec des démonstrations à 50 ans qui ont déjà été réalisé. Donc c'est un peu ça, c'est qu'on amène une solution globale qui est hyper cohérente et qui, grâce au CD2E, va être démontrée. C'est ce qui a été fait sur le chanvre, c'est ce qui va être fait sur le lin, c'est-à-dire qu'on va mesurer derrière, quoi. On mesure et on va mesurer le confort des habitants. On vérifie et évidemment, et les expérimentations, elles se poursuivent bien évidemment et elles s'adaptent aussi à Pécancourt. Vous ne pouviez pas toucher, faire d'isolation extérieure aussi. Non, en fait, ce sont des bâtiments qui sont classés en fait type de l'UNESCO, en fait, puisqu'on est dans les zones minières et donc on ne pouvait pas. Mais c'est très bien parce que la contrainte, elle nous amène en fait à faire des travaux expérimentaux qu'on n'aurait peut-être pas fait en faisant tout simplement devant. Donc, vous voyez, je pense que tout est possible quand on se pose vraiment les bonnes questions. Aujourd'hui, l'expérimentation, elle est encore là, mais il y a de la massification possible puisqu'il y a des choses. Parce qu'il y a des choses qui ont fait leurs preuves, bien évidemment, et on le voit autour de cette table. Fabienne de la Bouglise, déléguée régionale FIBois. Là aussi, il y a un enjeu fort autour du bois au niveau local, au niveau Hauts-de-France. Alors même si on sait qu'on n'est pas une région très forestière au départ, pour autant, il y a des choses à faire. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on est l'avant-dernière région forestière de France, puisque juste avant la Bretagne, 428 000 hectares, mais on est 5e région de France en consommation de bois. Donc on voit quand même que les enjeux, ils sont là. Et effectivement, il y a une autre caractéristique aussi qui va justement, qui conditionne tout le reste, c'est qu'en France, à peu près, on compte 75% de feuillus dans la forêt française. En Hauts-de-France, on est à plus de 90%. Donc nous, on est vraiment une terre de feuillus. Et de ce fait, les enjeux de transformation et de valorisation du bois en local, forcément, ça pose des sujets et des enjeux qui sont très forts et qui sont un peu différents parfois de ce qui a pu se faire ailleurs.
Qu'est-ce qui justement est en train de se mettre en place? On parlait de peuplier tout à l'heure avec Frédéric Motte qui était sur le plateau. Il disait que c'était le bois local que jusqu'à maintenant on utilisait pour des cagettes. Il disait aujourd'hui on valorise bien mieux le peuplier. En fait, il y a 100 ans, on faisait des charpentes en peuplier et puis on a arrêté de le faire parce que le bois d'importation était moins cher et qu'il était sec et que c'était beaucoup plus facile. Le peuplier, on est dans le deuxième bassin populicole, ça sera votre mot du jour. Populicole, c'est le bassin du peuplier, voilà, deuxième bassin européen qui déborde un peu sur la Champagne-Ardenne et sur la Wallonie. Et c'est un bois qui a les mêmes caractéristiques que les résineux. Exactement, il est même classé mécaniquement comme le résineux. Mais il faut qu'il sèche. Il est gorgé d'eau, donc il a un temps de séchage. Et en fait, voilà pourquoi on l'a délaissé. Et en région, on a des passionnés du peuplier qui, il y a 10 ans, se sont remis à casser du bois dans les laboratoires, à faire du classement, à vérifier les résistances mécaniques et qui, aujourd'hui, nous ont permis de redémarrer une filière de construction peuplier. Alors, évidemment, par rapport au marché global du bois, ça reste une petite part, pour l'instant, bien sûr. Mais ça progresse. Mais surtout, c'est un bois local. Il est produit chez nous. Il est transformé chez nous. Donc, c'est des emplois qui sont ici. Il est en proximité totale. Et on a même... Donc, la filière s'est structurée grâce à ces pionniers et puis par tout le travail qui a été fait depuis 10 ans. Et là, on a créé une société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle Plateforme Bois HDF, justement pour pouvoir produire un matériau bois garanti, stable, de qualité mécanique reconnue, avec même des exigences supérieures à ce qui est demandé par la norme pour les constructeurs de la rénovation bois. Donc ça se structure. Voilà, et on vous avez structuré la filière, voilà, c'est les débuts de la filière bois. Voilà. Justement, on parle là de massification depuis le début. L'urgence, elle est là, il faut massifier. Est-ce qu'on est capable avec le bois d'aller vers une massification, justement avec les essences locales qu'on a ? Alors, je pense que la massification, elle va se faire, elle commence à se faire sur le bois en général, et le bois local va augmenter petit à petit sa part. Moi, je le vois plutôt comme ça, parce qu'on ne va pas non plus raconter que demain, on est capable de tout faire en bois local. C'est pas vrai. Mais ça progresse vraiment, et on a vraiment des atouts. Et d'ailleurs, la crise du marché mondial des matières premières qu'on a connue très fortement au printemps, qui est encore forte aujourd'hui, fait que finalement, notre bois local, il n'est plus si cher que ça. Il est revenu quasiment au prix des autres bois. Voilà, le lamellé-collé des maintenant, il est au même prix que le peuplier. Donc, je dis ça pour ceux qui écoutent et qui peuvent peut-être être intéressés. On a du stock, vous pouvez y aller. En tout cas, mais c'est aussi ça. Mais concrètement, les enjeux, ils sont plus dans la capacité de nos entreprises à préfabriquer, justement. Alors là, on est en train justement de mener une enquête en ce moment. Là, ça va se terminer à la fin du mois de décembre avec la Fédération française du bâtiment auprès des entreprises de la région pour voir un peu, on connaît déjà un petit peu, mais on veut juste affiner la capacité de préfabrication en atelier. Mais effectivement, les enjeux, ils vont être là. C'est là qu'on va pouvoir vraiment développer des choses. Ce qu'on sent vraiment, c'est qu'il y a un engouement, c'est bien la raison d'être de l'émission d'aujourd'hui, mais aussi en général pour le matériau biosourcé, pour le local. Le bois, c'est quand même le premier des biosourcés historiquement. Et donc, voilà, aujourd'hui, nous, on sent que il faut toujours convaincre qu'il y a toujours des gens qui préfèrent d'autres matériaux. Mais on a de plus en plus à accompagner techniquement. C'est-à-dire qu'une fois que... Et ça concerne notamment les bailleurs. C'est-à-dire choisir le bon matériau. On parle de plein de matériaux aujourd'hui. Pour le bois, c'est la bonne essence, le bon produit, le bon système constructif pour être le plus efficace énergétiquement et pour avoir le moindre impact carbone. Cet accompagnement-là, maintenant, il est plus là-dessus, finalement. Fibois, aujourd'hui, on travaille vraiment de plus en plus là-dessus. On parlait de peuplier. Est-ce qu'il y a d'autres essences locales qu'on peut utiliser ? Alors, on commence, nous, à pas mal avancer sur le châtaignier. En fait, les essences, les 4 essences majeures, c'est les mêmes que partout en France. C'est le chêne, le hêtre, le frêne. Nous, on a beaucoup de frênes, le châtaignier et puis donc, nous, le peuplier. Le châtaignier a cet intérêt de pouvoir être utilisé en extérieur sans traitement. Donc, c'est quand même un gros avantage. Il est imputrescible. Aujourd'hui, on a de très beaux châtaigniers dans l'Aisne, dans l'Oise, qui partent en Italie parce qu'ils sont utilisés en restauration de charpentes, monuments historiques. C'est un petit peu dommage. Et on a aujourd'hui, maintenant, on a des architectes, bureaux d'études qui sont prêts à y aller. Donc le châtaignier, je pense que c'est la prochaine essence sur laquelle on va pouvoir vraiment avancer. Et là, on va mener une grosse enquête en 2022 avec AgroParisTech, justement sur ce qu'on appelle les qualités secondaires, c'est-à-dire le chêne qui n'est pas de première qualité, le hêtre qui n'est pas de première qualité, qui, eux, ont leur marché déjà. Il y a certainement encore aussi des choses qu'on va pouvoir développer là-dessus. Même question que pour la filière paille. Est-ce que vous sentez qu'il se passe quelque chose et qu'on vous sollicite de plus en plus ? Est-ce que
Enfin voilà, est-ce que vous avez des grands projets à venir? Alors oui, on est sollicité de plus en plus. Je vous disais, l'enjeu pour nous, c'est vraiment parfois de dire, non, votre projet, ça ne va pas forcément être le bon matériau, mais de plus en plus, bien sûr, c'est de dire oui. Donc oui, il y a de plus en plus de sollicitations. On voit des promoteurs privés ou des entreprises industrielles ou tertiaires qui décident de refaire leur siège en bois local. Voilà, qui y vont maintenant sans aide publique, elles y vont. C'est des messages aussi qu'elles passent auprès de leurs salariés. Il y a un volet RSE qui n'est pas anodin, de dire c'est du bois local, c'est garanti. On s'engage. On s'engage. Voilà. Donc oui, ça bouge vraiment. Il y a des choses, il y a plein de choses. Vous discutez un peu avec les bailleurs sociaux? Oui, à chaque fois qu'on en a l'occasion, on avance déjà avec plusieurs. Mais c'est vrai qu'on est bien, depuis qu'on a commencé vraiment à discuter, on est bien conscient des problématiques économiques qui ont été exposées au début de l'émission. Donc voilà, on les accompagne aussi là-dedans, on est bien conscient de ça. Mais juste pour vous donner l'illustration, il y avait un bailleur avec qui on avait discuté avant la crise Covid et qui nous a rappelé pendant la crise en disant... On va rediscuter parce que ça m'intéresse quand même. La préfabrication, ça fait redémarrer les chantiers plus vite et finalement, on a envie d'y aller. Et voilà. Donc, on sent que c'est encore des expérimentations, des choses assez pointues. D'ailleurs, la réalisation d'Anisy Legrand qui a été présentée, c'est le peuplier, il a été fourni par la plateforme Bois AGF. J'allais vous demander. Donc, c'est encore des petites choses, mais comme ça a été dit déjà plusieurs fois, c'est à force de faire plein de choses qu'on va pouvoir monter des projets plus gros. On accompagne, on sent que ça progresse. Oui. Est-ce que le bois que vous utilisez, vous, il est d'ici ou pas tout à fait? Ça dépend les projets. Ça dépend les projets. On est capable, comme on est sur des grosses sections avec la paille, parce qu'on a des épaisseurs de 36 cm, c'est plus compliqué parce qu'on est hors montant standard de la construction bois. Mais justement, on développe des solutions avec des bottes de paille qui sont moins épaisses et justement en travaillant avec la plateforme bois. D'où l'intérêt quand même de travailler ensemble là, pour le coup. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Oui, tout à fait. Oui, parce que pour faire finalement, pour que ça corresponde à vos besoins, évidemment, il faut se mettre autour de la table, quoi. Exactement. Tout à fait. Et en fait, on a des scieurs aussi et des fabricants. Et là aussi, on pousse les scieurs de plus en plus à aller plus loin que de faire ce qu'on appelle de la buvée, c'est-à-dire de la planche, mais d'aller vers du produit plus technique, de la bouteille, etc. Et d'aller aussi sur des sections qui sont parfois pas toujours habituelles. Mais parfois, c'est pas si compliqué que ça à faire, finalement. Quand on regarde, quand on disait tout à l'heure, il faut l'ancien monde, le nouveau monde. Voilà, aujourd'hui, clairement, on ne peut pas rester que sur les sections habituelles. On peut faire d'autres choses. Et on a maintenant cette capacité de réaction en région. Ça, c'est pareil, ça avance. Frédéric Sels, votre regard, le regard du CD2E sur la filière bois, qui là aussi se structure doucement. Je crois que la filière bois locale et la filière bois tout court, en fait, elle a quand même eu un beau développement dans les dernières années dans ce territoire. On parlait des bailleurs sociaux, vous disiez, mais est-ce qu'ils utilisent, est-ce qu'ils viennent vers cette filière? J'en connais déjà au moins 2 qui ont leur siège en bois, vous voyez. Donc, je pense qu'elles ont déjà démontré qu'elles avaient une appétence sur le sujet. Maintenant, elles ont déjà construit en bois puisqu'elles achètent à des promoteurs qui parfois en construisent en bois. Je crois que l'évolution, la phase d'après, c'est de construire en bois local. Donc, il y a une dimension de l'accompagnement, il y a une dimension de l'ingénierie, en fait. Parce que c'est un métier d'ingénierie, le bois, en fait. Et sur le peuplier, il y a eu évidemment tout un travail fait par Fibois avec des bureaux d'études locaux qui a permis de développer en fait des actions très standardisées qui permettent de bien comprendre comment on fait une ossature, comment elle est composée, etc. pour pas tout recommencer à chaque fois qu'on fait un projet. Donc je pense que là-dessus, on a encore un pas à faire. Mais c'est la même dynamique que celle dont on a parlé tout à l'heure pour les isolants biosourcés. C'est quelle typologie d'engagement peuvent prendre aussi les bailleurs sociaux sur la construction bois. Parce que comme c'est une filière, évidemment, qu'il faut produire en fait le bois, qu'il faut le classer, qu'il faut le laisser sécher, il y a des volumes là-dessus, évidemment, il faut pouvoir anticiper. Donc moi, je crois que là-dessus, il y a une démarche dynamique à créer sur les biosourcés, on en a déjà parlé avec Fibois, sur l'engagement qui peut être pris par les acteurs, sur le fait de construire en biosourcé, en fait, de construire à la fois la structure et d'avoir en fait aussi les isolants biosourcés qui soient dessus. Donc, s'engager, c'est peut-être demain un pacte pour les biosourcés en région qu'il faudra qu'on mette en place, qui concernera aussi bien les acteurs publics que les acteurs en fait du privé, que les collectivités et évidemment les bailleurs sociaux qui sont des acteurs majeurs de la construction dans notre territoire avec les promoteurs à qui ils achètent en VFA. Ça vous donnera de la visibilité, à vous bien évidemment qui en attendez. Troisième expérimentation dans notre région, une rénovation avec du béton de chanvre menée par Maison et Cité. Regardez le reportage.
Ma vision de la rénovation durable, c'est une rénovation qui s'inscrit dans notre politique RSE, qui vise à améliorer notre patrimoine, à le pérenniser, et tout ça à destination de nos locataires pour réduire leur consommation d'énergie et donc leur charge, mais surtout améliorer leur confort au quotidien. La question du bas carbone a été abordée sous le prisme de la rénovation. On réhabilite énormément de logements, beaucoup plus qu'on en produit de neuf. Et de ce fait-là, ça fait plusieurs années qu'on étudie des alternatives aux isolants pétro-sourcés, aux isolants classiques. Et avec l'aide du CD2E, on a cherché quel était l'écomatériau qui correspondait le mieux à notre patrimoine pour rénover efficacement et durablement nos logements. Chez Maisons & Cités, on a fait le choix du béton de chanvre et de développer une filière régionale pour rénover nos logements. Et si j'avais un conseil à donner à d'autres bailleurs, c'est finalement de ne pas forcément faire le même choix que nous. C'est plutôt de coller aux spécificités de leur patrimoine et donc de trouver le bon écomatériau qui est en adéquation avec leurs problématiques, leur logement. L'avantage que je vois aux écomatériaux, il est double finalement. Tout d'abord, la mise en œuvre. La plupart du temps, les compagnons ont plus de confort à poser des écomatériaux, c'est moins irritant, c'est moins abrasif. Donc là, il y a un vrai plus. Mais le deuxième point, c'est surtout le confort pour les habitants. Avec le béton de chanvre, le choix qu'on a fait chez Maisons & Cités, on se retrouve avec un matériau qui gère beaucoup mieux l'humidité dans les parois, donc un meilleur confort, et en plus une meilleure qualité d'air intérieur. Pour mener à bien ce projet, nous avons fait le choix chez Maisons & Cités de différents partenariats. Tout d'abord avec les élus, avec la mairie, avec la région, mais aussi avec le tissu économique local, avec les entreprises, de manière à ce qu'ils soient en capacité de bien mettre en œuvre le béton de chanvre, ce qui fait qu'on s'est rapproché d'organismes de formation et adapté les modules en fonction de leurs besoins. Et dans un troisième temps aussi avec le monde universitaire, étant donné qu'on vérifie in situ la performance du matériau, donc avec des capteurs, des compteurs, on vérifie tout ça sur place. La réussite d'un projet en biosourcé tient à la mobilisation de tous les partenaires et toute la chaîne de construction finalement, depuis le producteur de l'écomatériau jusqu'à l'usager en passant par les différentes entreprises qui mettent en œuvre. Voilà pour cette expérimentation menée à Pécancourt. On l'appelle Pécanchanvre, Frédéric Sels? On l'appelle Pécanchanvre, mais Pécanchanvre, en fait, c'est à Pécancourt. Et c'est une démarche, en fait, qu'on a menée à long terme. Parce qu'on avait travaillé sur Réa Futur 1, puis Réa Futur 2. Réa Futur 1, c'était la réhabilitation avec Maisons & Cités d'une maison de l'ingénieur, en fait, dans les mines, juste à côté de chez nous, au CD2E, à Los en Goël, et qui a permis de diviser les consommations thermiques par 10. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait, en fait, de qu'est-ce qu'on peut gagner à la rénovation thermique, diviser les consommations énergétiques, en fait, de cette maison par 10. Et donc, sur Pécancourt, en fait, c'est 50 logements qui ont été réalisés. Il y en a 30 qui sont en béton de chanvre projeté et 20 qui sont faits en briques. Le travail qu'on a mené, je mets mes notes parce que c'est vraiment un travail partenarial et je voudrais oublier personne. C'est d'abord un travail de pilotage de projet. Je l'ai dit tout à l'heure, on accompagne et on forme en fait les acteurs. C'est le pilotage d'actions partenaires avec l'université polytechnique, puisqu'il y a de la recherche en fait dans la démarche. C'est l'université catholique et le CEREMA avec qui on a bossé. C'est aussi le pilotage des tests physiques des logements, parce que c'est très important. On l'avait fait sur Réa Futur 1, où on avait mis dans les murs toutes les typologies en fait de matériaux pour voir en fait comment ils se comportaient le jour, la nuit, le déphasage et dans le temps en fait comment ça vieillit. Et bien à Pécancourt évidemment, là on en a tiré en fait des enseignements. C'est pour ça qu'on a pu travailler sur des épaisseurs un peu différentes. Et puis évidemment, c'est le volet formation, puisque sur Pécancourt, au-delà d'avoir sélectionné les entreprises, il a fallu les former. Je reviens sur cette question de la formation. On se fait tout un monde de cette question de la formation, mais projet par projet, on ne va pas faire des milliers de logements au jour J. On a la capacité à créer des box en fait, qu'on amène au bas du chantier, on forme les gens sur place, très simplement, avec c'est des petites baraques en fait, et quand ils sont formés, ils vont le faire dans la maison juste à côté. Donc voilà, tout n'est pas aussi compliqué. Les biosourcés sont des matériaux qu'on sait utiliser. Il y a des partenariats qui sont faits, notamment avec les compagnons du devoir, qui ont l'habitude de faire de la mise en œuvre en situation de travail.
Et on fait cette activité-là avec eux. Donc, sur Maison et Cité, ils ont vraiment une volonté de ne pas en rester là. En fait, on a déjà 200 autres qui sont prévus. Hein, il y en a 4000 derrière. Oui. Donc, vous voyez qu'on a la capacité... Alors, évidemment, c'est sur la durée, mais d'autres acteurs peuvent se joindre à nous. On a la capacité à accompagner les bailleurs sociaux du territoire. Parce que, évidemment, les expérimentations qui sont en cours, elles finiront par s'achever. Et nous, on est là pour appuyer tous ceux qui veulent le faire. On va y revenir sur l'émission du CD2E. Vous faites bien de le rappeler, les partenaires, parce que ces expérimentations, elles peuvent se faire, elles sont possibles grâce à des financeurs, et vous avez vu que c'était un des freins, parce que ça coûte quand même cher. La région, la DREAL, l'ADEME, le tissu universitaire, les collectivités locales parfois, et puis les clusters, bien évidemment, comme le CD2E. On va y revenir sur le CD2E, parce qu'à l'occasion de vos 20 ans, vous avez inauguré l'exposition Bâti-Cité, une visite immersive qui évoque les thématiques sur lesquelles vous travaillez, bâtiments durables, énergie renouvelable, éco-construction, éco-matériaux. Alors c'est une exposition qui est visible de tout le monde. Hein. On peut aller s'intéresser à la question, en apprendre plus, se former aussi. Je vous propose tout de suite cette petite exposition en vidéo. Regardez. Entre Bâti-Cité et Lumiwatt est vraiment intéressante pour les visiteurs. Voilà pour Bâti-Cité. Frédéric Sels, alors on a vu des mots-clés s'afficher, organiser, échanger. Enfin, c'est un peu, ça rappelle un peu toutes vos missions aussi. Exactement. En fait, Bâti-Cité, il y a 2 espaces en fait, dans lesquels vous pouvez vous immerger, puisqu'il y a une dimension immersive avec le 2.0, puisque ce n'est pas juste une exposition, on voit des panneaux, vous avez possibilité de consulter ces panneaux. Donc le premier espace en fait, à Bâti-Cité, c'est un espace où on découvre en fait, les enjeux. Beaucoup de choses qu'on a évoquées aujourd'hui en fait, sur les enjeux de l'écologie, mais aussi des enjeux d'urgence écologique, sur pourquoi en fait, il faut travailler sur le logement dans notre région, quelles sont les énergies sur lesquelles on peut travailler, etc. Et puis après, il y a le deuxième espace qui est, après en avoir parlé, après ça te dit, bon mon Dieu, on va tous mourir. Non, on ne va pas tous mourir, on a des solutions en fait. Et les solutions, soyons positifs, en fait, on peut agir. Et c'est donc tout l'accompagnement qu'on peut réaliser avec le CD2E, en fait, sur des écorchés de murs, en expliquant, on a des murs Active Paille, en fait, sur la façon dont on peut y travailler, sur du lin, comment ça fonctionne, etc. Donc tous ces espaces-là sont des espaces de formation, des espaces où on fait comprendre les enjeux. Et évidemment, ça ne s'arrête pas là, parce que évidemment, le lieu, en fait, est un lieu pour mobiliser, pour permettre des premières explications. Mais derrière, c'est de la sensibilisation, de la formation. Et puis de l'accompagnement, parce qu'on accompagne à la fois des collectivités, c'est une partie de notre activité. On accompagne les bailleurs sociaux, c'est aussi une très grosse partie de notre activité. Aujourd'hui, des promoteurs, parce que les promoteurs, aujourd'hui, vous le savez, ils vendent
représentent 50% de leur production et ils se disent que les bailleurs sociaux sont les acteurs de demain sur cette question-là et ils ont intérêt à être prêts. Donc je pense qu'on a aujourd'hui cette dynamique d'accompagnement. Les entreprises, parce que c'est évidemment notre métier, l'accompagnement des éco-entreprises, trouver des débouchés, on continue à les accompagner. Et puis la formation, puisqu'on est centre de formation en fait sur tous ces métiers en fait du biosourcé qui reste en fait notre cœur de métier. Voilà. Comment on fait pour partager toutes ces expériences aux non-initiés? Autour de la table depuis ce matin, on a quand même des gens qui sont très dans le domaine entre guillemets. Comment on fait pour partager aussi? C'est aussi votre rôle aussi de partager aux non-initiés? Alors évidemment, on est beaucoup plus dans le B2B si vous voulez qu'en le B2C. Maintenant aujourd'hui, on est quand même ouvert vers l'extérieur via l'office de tourisme en fait local puisqu'on est installé à Los Angeles et il y a une capacité à faire visiter en fait avec l'office de tourisme en fait nos activités. Après, on est ouvert aux étudiants. Beaucoup, en fait, parce que effectivement, c'est très important que le monde universitaire, le monde des grandes écoles, en fait, puisse s'inspirer de ce qu'on peut faire, parce que c'est ceux qui demain mettront en route, en fait, les actions dans les entreprises. Donc ça fait partie des partenariats, en fait, qu'on a depuis extrêmement longtemps avec des grandes écoles locales qui sont déjà venues à peu près, même si on est ouvert que depuis fin septembre, visiter en fait Baticité. Voilà. Donc il faut aller visiter Baticité, bien sûr, pour s'imprégner. Il faut, parce que même si demain on ne travaille pas dans le bâtiment, en fait, ce qu'on aura vu, on va l'entendre. Et puis on va se dire, tiens, demain, moi, je veux un bâtiment comme ça. Demain, je veux habiter un bâtiment comme ça. Demain, je vais être dans des locaux comme ceux-là. Je suis chef d'entreprise dans un autre métier, mais je ferai construire mes locaux en bois, en paille. Je mettrai du lin, etc., etc. Donc je pense que cette sensibilisation, elle est utile, j'ai envie de dire, de l'école maternelle jusqu'au dernier niveau, en fait, jusqu'à l'habitant. Ceux qui demain vont être rénovés, il faut qu'on les fasse venir chez nous pour qu'ils comprennent tout ça, tous les enjeux et la façon dont on va le faire. Voilà, rendez-vous au CD2E. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous et nous avoir partagé ces expériences. Je vais maintenant rejoindre Sylvie Ruin, directrice de l'URH, pour un petit temps de conclusion. Sylvie Ruin qui a été très attentive, qui a noté beaucoup, je l'ai vu noter pas mal de choses. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, Sylvie Ruin, des choses extrêmement intéressantes pour vous, bien sûr. Qu'est-ce que vous retenez Alors là, en plus, on a vu des filières extrêmement dynamiques. On a tout ce qu'il faut là. Je peux dire déjà que je suis ravie d'avoir entendu tout ce qui a pu être exprimé ce matin. Ce que je retiens, c'est qu'on est une région, mais je n'en avais aucun doute, une région Hauts-de-France riche. Riche de quoi? Riche de producteurs locaux, nombreux, qui sont précurseurs dans la production d'écomatériaux. On a parlé du lin, du chanvre, de la paille. Donc une économie locale là qui est précurseur et qui n'attend qu'à être développée. J'ai noté, et c'est flagrant au travers de la qualité des interventions, une richesse dans les partenariats qui sont tissés en région et dans le réseau des partenaires qui déjà est un réseau, qui n'est pas nouveau, mais en tout cas qui a une vraie histoire. Et on sent que la qualité de ce partenariat, c'est une vraie chance pour notre région pour passer à l'étape supérieure. On a aussi une qualité d'ingénierie parce que la présence du CD2E en région, avec le formidable outil qui est Baticité, qu'on ne manquera pas de visiter tous, bien évidemment, c'est une vraie chance pour booster l'accompagnement de l'ensemble des professionnels. J'ai noté aussi une vraie richesse qui est la richesse d'avoir pu expérimenter plein de choses. On a pu découvrir les expériences portées par plusieurs bailleurs. Il n'y a pas que celle-ci, il y en a plein d'autres. Il a fallu faire des choix. Mais on a vraiment une richesse de pouvoir bénéficier des retours d'expérience. Simplement aujourd'hui, on a juste une toute petite difficulté, c'est la difficulté de répondre à l'urgence. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. On n'a pas 30 ans devant nous. On a 5 ans pour s'organiser. On a 10 ans pour réussir. Et donc notre vrai enjeu collectif, avec la richesse qui est la nôtre, c'est de s'organiser collectivement, opérationnellement, pour réussir ce défi à court terme. Justement, là, après cette conférence, c'est peut-être l'occasion de se fixer c'est quoi la prochaine étape? Là, on a envie d'y aller, en fait, quand on entend tout ça. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Alors, j'ai entendu des propositions très, très intéressantes. Frédéric, qui évoque l'intérêt, l'opportunité qu'il y aurait à nous engager collectivement
dans le cadre d'un pacte régional qui pourrait tous nous mobiliser et qui nous permettrait de définir nos engagements réciproques. C'est une idée séduisante parce qu'au-delà de la dimension formelle d'un pacte, on sent bien que quand les choses sont écrites, du coup elles sont pilotées, elles sont animées, elles sont mises en œuvre opérationnelles et elles permettent de mettre en mouvement l'ensemble des partenaires. Donc c'est une idée que j'ai bien entendue et qui me séduit. Moi je pense j'ai l'impression qu'il y a 3 enjeux pour passer à la vitesse supérieure. Le premier enjeu, c'est quand même celui de l'appropriation, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, on a l'impression d'être des initiés. Oui, il faut partager l'expérience. On donne parfois cette impression-là, mais il faut emmener tout le monde. Et donc, il faut que l'ensemble des acteurs qui doivent devenir des initiés le soient et à très court terme. Donc il faut vraiment réfléchir à la façon dont on peut démultiplier les actions d'appropriation, d'accompagnement. On est sur une région qui est vaste. Les réseaux d'acteurs, c'est une richesse, sont nombreux, mais du coup, ça impose un effort de démultiplication pour lever encore des a priori. Sur la question des écomatériaux, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a encore beaucoup d'a priori. Si on ne connaît pas précisément de quoi on parle, il y a de la méconnaissance. Et pour que les maîtres d'ouvrage s'engagent, il faut qu'ils soient avertis, il faut qu'ils connaissent le sujet et qu'ils n'aient pas peur de s'engager. Et ce serait peut-être un premier chapitre dans notre pacte régional que je vois déjà très bien, qui est de dire, voilà comment on déploie, on démultiplie les missions d'accompagnement et d'appropriation. J'ai noté qu'il y avait quand même un deuxième sujet, un axe de travail, c'est le sujet normatif, parce qu'aujourd'hui, tout n'est pas inscrit dans le marbre. On a parlé des écomatériaux, des processus de mise en œuvre, mais on est encore en train d'expérimenter, d'instrumenter. Et pour que demain, des professionnels, des maîtres d'ouvrage puissent mettre en œuvre, il faut qu'ils partent avec des matériaux. Alors j'ai noté qu'ils ont à la fois la tech, je ne suis pas une spécialiste, mais on sent bien qu'il faut un moment normer tout ça. Il faut que le maître d'ouvrage, l'entreprise et l'assurance, et puis l'assureur au final, et l'assurance de mettre en œuvre des matériaux qui ne présentent aucun risque. Donc il y a quand même un enjeu normatif et je ne suis pas convaincue aujourd'hui que tous, on ait pleinement connaissance des matériaux qui aujourd'hui sont labellisés, normés, et ceux qui ne le sont pas encore ou en cours de l'être. Donc il y a un enjeu certainement de clarification. Et puis j'ai noté l'enjeu de rendre lisible la commande publique, celle portée par les bailleurs et puis celle portée par tous les autres acteurs publics. Du côté du mouvement HLM, on aurait une capacité à rendre lisible la commande publique portée par la réhabilitation, la production neuve sur les 3 prochaines années. Tous les bailleurs sociaux ont des plans stratégiques de patrimoine, donc ils seraient en capacité de s'engager sur des volumes de commandes sous réserve que chacun ait bien défini en amont quel était l'écomatériau le plus adapté à la qualité de son patrimoine, à la nature de son patrimoine, parce qu'on voit bien dans les expériences que certains bailleurs ont fait le choix du lin, parce que c'est ce qui s'adaptait plus à son patrimoine, d'autres le chanvre. Donc il y a cet enjeu du coup d'accompagnement, d'appropriation, d'acculturation qui est préalable, pour que chaque bailleur puisse dire, en fonction de tel segment de patrimoine, c'est plutôt tel écomatériau qui m'intéresse, qui sera le plus performant, et sur tel autre segment de patrimoine, c'est plutôt tel autre. Alors, on a la chance d'avoir un bon partenariat en région, qui fait que l'Union régionale portera une mission d'animation sur les 3 prochaines années, qui sera cofinancée par l'ADEME, la région, la Banque des territoires, et qui nous permettra de mobiliser de l'ingénierie en capacité de faire ce travail avec l'ensemble des bailleurs et aux côtés du CD2E pour tenter de donner de la lisibilité à cette commande du côté des bailleurs sociaux. Puis il y a un dernier sujet, je l'évoque en dernier, mais c'est peut-être un des premiers, c'est la question des financements. Monsieur Motte a parlé effectivement des financements du FEDER. Certes, il est extrêmement important de mobiliser les fonds européens au titre du FEDER. Ce ne sera certainement pas suffisant. J'énonçais l'enjeu financier considérable qui est porté par la rénovation énergétique, parce qu'à côté du surcoût lié aux écomatériaux,
Aujourd'hui, l'ensemble des bailleurs sociaux doivent supporter le surcoût lié à la hausse du coût des matériaux. On espère que c'est un surcoût conjoncturel. Et puis, quand on fait une rénovation énergétique, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on ne fait pas que de la rénovation énergétique. Aujourd'hui, on transforme le patrimoine, on l'adapte aux nouveaux usages des locataires et au final, le point de vigilance qui est le nôtre, c'est la quittance du locataire, puisqu'il faut que l'ensemble de ces rénovations soient supportables, soutenables financièrement par les ménages que nous logeons dans notre parc. Donc voilà plusieurs pistes repérées en écoutant les différents échanges qui dressent le contenu d'une feuille de route que nous porterons à la région, auprès de la région, hein, dans le cadre de l'élaboration de la feuille de route régionale. Vous l'avez entendu, mois de janvier. Bien entendu, au mois de janvier. Vous avez bien résumé, je pense, tous les enjeux de cette matinée. Évidemment, il va falloir se mettre autour de la table pour répondre à ces enjeux, surtout le plus grand enjeu de cette massification. Vous l'avez compris, il y a urgence et donc on dit 10 ans, mais c'est maintenant que ça se joue. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci à tous les participants. Vous retrouvez toutes les infos sur l'URH, sur le site internet. Vous avez vu des sites internet s'afficher au fur et à mesure. On vous a mis les coordonnées évidemment de toutes les structures pour que vous puissiez retrouver toutes les infos qui concernent les différentes filières, mais aussi les structures qui accompagnent. Merci à vous tous pour votre participation et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.